Donc sans le micro, évidemment, c'est... Voilà. Alors, je vais commencer par un premier point, donc je vais y aller très progressivement. Donc, souvent, quand on est concerné par une maladie, ou bien quand on est le proche, je ne sais pas ici s'il y a des conjoints, des amis, des proches qui accompagnent quelqu'un qui est gagné par la maladie, mais c'est vrai que comment souvent quand on doit expliquer, ben voilà, c'est quand même difficile, c'est pas tous les jours en tout cas une partie de plaisir, etc., etc. C'est vrai que souvent quand on doit l'expliquer, quand on a déjà des mots évidemment pour le dire, ben, on va dire, ben oui, ben c'est pas facile. Pourquoi? Ben, à cause de la maladie. Et on va souvent avoir ce genre de discours-là qui semble évident. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? On se le demande bien. Ou bien quand on est donc un parent, quand on est un proche, quand on est un conjoint, on va dire bah, c'est pas facile parce que mon mari, mon épouse, mon enfant ou je sais pas qui d'autre, enfin peu importe, ben voilà, il vit des moments difficiles et ça me tracasse et je suis pas bien parce qu'il va pas bien, quoi. Et on va souvent expliquer les choses ainsi. Alors, quand on dit ce genre de choses, ben, on ne dit rien de faux, évidemment. Donc, ce n'est pas une question de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Ce n'est pas ça la question, bien sûr. Mais ce que vous devez retenir, c'est ceci. C'est que quand on explique la difficulté dans laquelle on est, en évoquant la maladie ou en évoquant le fait qu'il y a quelqu'un que j'aime qui est dans cette difficulté-là, pendant que vous expliquez les choses ainsi, il y a une chose que vous ne faites pas, c'est parler de vous. C'est la maladie, et je peux vous faire le topo sur la maladie, un discours scientifique sur ce qu'est la maladie, vous la décrire par tous ces symptômes de façon à vous faire comprendre que c'est vraiment pas facile de vivre avec, évidemment. Et la description de la maladie devrait suffire, mais quand je vous raconte la maladie, et vous auriez pu avoir ici quelqu'un qui vous faisait un exposé sur la maladie, n'empêche que ça ne dit rien de la difficulté dans laquelle on se retrouve de devoir vivre 24 heures sur 24 avec elle. On a parlé de la maladie, mais on n'a rien dit de soi. Quand je dois vous dire ma femme est gagnée par cette maladie ou telle personne que j'aime est gagnée par cette maladie et c'est vrai que c'est pas facile et je me tracasse pour cette personne-là, eh bien je vous parle de la personne que j'aime mais je vous dis pas pourquoi pour moi c'est difficile de l'accompagner évidemment. Et donc une première chose que l'on doit faire quand on veut essayer d'aider quelqu'un qui tourne en rond autour de la maladie, qui n'a que ces mots-là pour en parler, ce que l'on peut essayer de faire, c'est pas très compliqué en fait, mais il faut y penser, c'est tout simplement faire ce qu'on appelle, donc je vais vous dire des termes un peu, enfin c'est pas du jargon, mais enfin c'est un peu technique, ce qu'il faut faire c'est une espèce de conversion du regard, c'est-à-dire certes, écouter ce que la personne a à dire, ben, c'est vrai que c'est à cause de la maladie, c'est vrai ceci, cela, donc la personne ne dit rien de faux, mais c'est de faire cette conversion du regard, c'est-à-dire on arrête de parler des autres, on arrête de parler de la maladie comme d'un objet qui est là en face de nous, pour, donc conversion du regard, porter le regard non plus sur la maladie, sur les autres, mais porter le regard sur soi. Et la question qu'on va poser alors, c'est donc la suivante. Si vous êtes dans cette situation, par exemple, c'est de vous demander pourquoi, pour toi, c'est difficile de vivre avec cette maladie. Non plus parler de la maladie, non plus parler des autres, mais parler de soi. Conversion du regard. Pourquoi, quand on n'est pas la personne malade, mais qu'on accompagne quelqu'un de malade, pourquoi c'est difficile pour vous d'accompagner une personne malade? Et c'est donc conversion du regard, aller voir du côté de là où ça fait mal, de là où on est parfois perplexe, de là où on est parfois désespéré, et c'est d'essayer de trouver les mots pour en dire quelque chose et pour essayer de le faire sortir un petit peu. Et une fois qu'on le fait sortir, donc pour terminer avec mon introduction, eh bien c'est vrai que alors on peut peut-être essayer d'en faire quelque chose aussi. Alors, quand vous faites cette conversion du regard, donc c'est là que je vais vous proposer une manière d'en parler. Maintenant, est-ce que ça va vous résonner avec ce que vous vivez? Là, c'est vous qui devrez me le dire par la suite, évidemment. Quand on fait cette conversion du regard, quand on écoute des patients qui sont confrontés à des maladies comme celle-ci, ou bien enfin, comme celle qui nous réunit, ou d'autres du même genre, enfin des maladies chroniques évolutives, eh bien, c'est vrai que ce que l'on entend, donc je vais vous le synthétiser, ce que l'on entend, c'est trois choses. Il y a trois difficultés auxquelles on est confronté quand tout d'un coup, baf, on est rattrapé par ce type de maladie. Alors, première difficulté, et qui concerne ce que nous sommes. Là, je ne vais pas vous parler des autres, etc., c'est parler de soi. Première difficulté, ça tourne autour de cette idée. Ce sont des gens qui vous disent, eh bien écoutez, depuis que le diagnostic est tombé, depuis que c'est confirmé, depuis que les symptômes sont là éventuellement, etc., eh bien, ce qui est difficile, c'est tout simplement que l'on doit renoncer à, alors je vais vous le dire de manière un peu jargonnante d'abord, mais c'est ça l'idée, on doit renoncer à tout ce qu'on a été. On doit renoncer à l'identité à laquelle on s'est identifié pendant X années, c'est-à-dire quoi? Une personne en bonne santé, évidemment,
une personne qui n'avait rien, une personne qui voulait continuer à vivre en bonne santé, bien sûr, et c'est cette identité qui, une fois que le diagnostic est tombé, paf, explose. Et on se retrouve avec une autre identité. Alors il y a des gens qui vous le disent, je vais vous le dire de manière un peu imagée, mais parfois j'ai lu ça ou j'ai entendu ce genre de choses, enfin, ça se rapproche de ça. Avant, je vivais avec donc il y a une expression pour parler de la santé que vous connaissez peut-être, c'est une phrase de Claude Le Riche, donc un ancien, hein, et qui disait qu'est-ce que la santé, c'est vivre dans le silence de ses organes. Eh bien, il y a des gens qui vous disent quelque chose qui joue un peu avec ça, qui disent avant, je vivais dans le silence de mes organes et je vivais ma vie comme tout le monde. Je faisais ce que je voulais. Si j'avais envie de sortir, je sortais. Si j'avais, enfin, voilà, donc tout allait comme pour n'importe qui. Et du jour au lendemain, lorsque les premiers symptômes sont venus, quand le diagnostic est venu, eh bien, je me retrouve maintenant avec un corps biodégradable. Et c'est terrible. Je ne suis plus, ou bien pour le dire à la manière des philosophes, mais ça ne va pas vous parler, je ne suis plus le pilote dans son avis qui gouverne son corps. Maintenant, c'est mon corps qui prend le pouvoir. Et c'est terrible d'être dedans et de devoir accepter ce que le corps m'impose, que je ne veux pas, évidemment, que je ne souhaite pas. Mais voilà, je suis pris dans cette vie-là qui n'est plus la même qu'avant. Et donc, pour le dire simplement, hein, ça va tourner autour de l'idée. Avant, j'étais quelqu'un en bonne santé, c'était mon identité, c'était ce que j'étais. Et maintenant, je me retrouve avec cette nouvelle identité de malade. Et ça, c'est pas facile à accepter, effectivement. Et c'est là que tout d'un coup, quand on parle de ce genre de choses, donc on ne fait plus l'inventaire de la maladie ou bien on ne décrit plus le profil des malades, etc., etc. Là, tout d'un coup, on parle de soi. C'est-à-dire, on peut commencer à comprendre. Mais pourquoi c'est difficile de changer d'identité? Maintenant, comprenez bien, quand on interroge les proches, donc ça peut être un conjoint, ça peut être les enfants, ça peut être les parents, ça peut être... Bon, voilà, donc là, ça va un peu dans tous les sens, ça peut être des amis aussi, évidemment. Comprenez bien que ce changement d'identité, le fait qu'on devient quelqu'un d'autre, on n'est plus le même qu'avant, mais ça vaut aussi pour l'entourage, bien sûr. Donc, quand enfin, pour reprendre des témoignages que j'ai entendus, il y a des conjoints qui m'ont dit, écoutez, être le conjoint de quelqu'un qui est en bonne santé, c'est une chose. Et puis, du jour au lendemain, quand vous devenez le conjoint de quelqu'un de malade, votre vie n'est plus la même qu'avant. Pourtant, c'est pas moi le malade. Mais pourtant, votre vie a quand même changé. D'ailleurs, c'est tellement vrai que, bon, on a parfois des réactions évidemment surprenantes dont on pourra parler éventuellement plus tard. Je n'ai pas prévu d'en parler ici, mais en attendant, voilà, c'est difficile aussi, ce changement d'identité, ce changement d'histoire. On n'est plus dans la vie qu'on avait imaginée, et maintenant c'est un autre destin qui nous attend, et un destin qu'on n'a jamais voulu évidemment, et que si possible, auquel on voudrait bien échapper, bien entendu. Donc, premier bouleversement, quand on commence à parler de ce qui est peut-être difficile si vous le vivez comme une difficulté. En tout cas, moi j'ai rencontré des patients qui ne se plaignent pas, qui disent être surpris, non pas par la facilité d'accepter la maladie, mais enfin qui disent, en tout cas, voilà, moi je continue à vivre, je continue à en profiter, etc. Donc, et puis pour d'autres, au contraire, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc quand on doit mettre des mots là-dessus, on se rend compte que là où c'est délicat, c'est parfois donc du côté de ce changement de trajectoire, ce changement d'identité. On n'est plus le même qu'avant, bien évidemment, et on doit réapprendre une nouvelle vie, bien sûr, et le réapprendre de manière incessante, puisque la maladie évolue évidemment, et que chaque fois, ce sont parfois donc de nouveaux apprentissages auxquels on est confronté. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens, quand on discute avec eux et qui doivent mettre des mots sur la difficulté, il y a des gens sur les difficultés qu'ils traversent pour expliquer pourquoi ils sont en colère, pourquoi ça ne va pas, pourquoi ils sont désespérés éventuellement. Il y a des gens qui vous disent, il ne suffit pas de changer d'identité. S'il n'y avait que ça, mon Dieu, ce serait encore un problème personnel et ça irait. Enfin, ça irait, je ne sais pas si ça irait, mais en tout cas, il n'y aurait qu'une cible, il n'y aurait qu'une chose à travailler. Il y a des gens qui vous disent, en changeant d'identité, en devenant donc cette personne malade que je deviens, ou en tout cas concernée par la maladie, ou en devenant le conjoint de quelqu'un de malade, etc., il y a autre chose qui est bouleversée. Et donc ça aussi, c'est pas facile de s'y confronter, c'est tout simplement le rapport aux autres. Alors le rapport aux autres, vous avez deux cas de figure qui m'ont été rapportés dans ce que moi j'entends quand je discute avec les uns et les autres. Premier cas de figure, il y a des gens qui vous disent effectivement ce qui est difficile et qui est blessant, et parfois on est vraiment meurtri en soi, c'est tout simplement le fait que depuis que les autres savent que je suis concerné par cette maladie, eh bien, ce que j'ai dû expérimenter, c'est quoi? C'est le fait qu'il y en a qui ne sont plus venus me voir. Et donc, c'est le sentiment d'être abandonné par certaines personnes. Et parfois, quand on en parle, quand les gens en parlent,
Hein, ce qu'ils vous disent, je n'aurais jamais cru ça de ces gens-là en plus. Il y en a éventuellement, on n'est pas surpris. Et quand on n'est pas surpris, mon Dieu, c'est pas qu'on s'y prépare, mais enfin, voilà, on comprend, bon. Mais quand ce sont des proches éventuellement, sur qui on croyait pouvoir compter, et puis on voit que ils se font plus distants, les réunions, les rendez-vous s'espacent dans le temps, et puis que finalement, ils n'appellent plus au téléphone, et que finalement, on ne les voit plus, eh bien, il y a des gens qui vous disent, il ne suffit pas d'accepter ce qu'on devient. Ce qui est terrible avec ce genre de maladie, c'est qu'il faut encore accepter de perdre certaines relations. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui vous disent, concernant les relations, donc soit ce sont les trahisons ou les abandons qu'il faut bien assumer, et ce n'est pas toujours évident, et c'est vrai que ça blesse personnellement, mais il y en a qui vous disent, moi j'ai perdu personne. Donc ma famille est toujours là, mes proches sont toujours là, mes enfants, mon conjoint, enfin qui vous voulez, donc ils sont toujours là. Mais ce qui est dur, et donc parfois c'est cette idée-là qui va apparaître, ce qui est dur, c'est que le regard des autres a changé. Et de devoir se confronter à un regard qui n'est plus le même qu'avant, qui n'est plus aussi simple qu'avant, aussi innocent, aussi naïf qu'avant. Donc, c'est-à-dire, avant, on vivait des relations qui étaient normales, qui, voilà, où, on s'engueule de temps en temps, on rit ensemble, enfin, c'est la vie, quoi, si vous voulez. Maintenant, depuis qu'il y a la maladie, enfin, il y a des gens qui racontent ça très bien, depuis qu'il y a la maladie, je vois bien que les autres ne me regardent plus comme avant, je vois de la pitié, par exemple, dans leur regard. Ou bien je vois de la peur dans leur regard, ou je vois, enfin bon voilà, ça prend toutes les formes possibles et imaginables, mais de telle manière qu'au bout du compte, c'est comme si désormais, entre moi et les autres, il y avait toujours cette foutue maladie. Il n'y a plus moyen d'être dans des relations spontanées qui vont de soi, comme on les a connues autrefois, et comme les autres continuent à les vivre, bien évidemment. Et cela, c'est vrai non seulement pour les personnes qui sont concernées directement par la maladie, mais je l'ai entendu aussi du côté, de nouveau, des conjoints, des proches. Donc, par exemple, il y a des conjoints qui me racontent, depuis qu'au travail, ils savent que mon mari ou mon épouse a la maladie, eh bien, c'est vrai que je vois bien qu'ils ne me parlent plus de la même façon. J'ai l'impression qu'on ne peut plus rigoler des mêmes choses, qu'il y a une espèce de spontanéité, une fois encore, qui a été comme brisée, comme suspendue. De telle manière que, remarquez bien, en tout cas, moi je fais un lien là, il y a parfois des personnes qui disent, eh bien, quand je vois tout ça, quand ils entendent ce genre de choses, de vie bouleversée au niveau des relations, il y a des gens qui disent, eh bien, en tout cas, tant que je peux le cacher, je ne dis rien à personne. Parce que je n'ai pas envie de me confronter à tous ces malaises-là, toutes ces maladresses, tous ces problèmes de communication, enfin, où on ne sait pas quoi dire et où on est surprotégé. Enfin, voilà, je ne veux pas de ça, et donc si je peux le cacher, aussi longtemps que je peux le cacher, je n'en dirai rien. Et puis, à un moment donné, il faudra bien le dire, évidemment, mais en tout cas, voilà. Parce qu'on sent bien que ce n'est pas qu'on va nécessairement perdre les autres, mais on va perdre une certaine qualité de relation. Et ce n'est pas évident. On pourrait se dire, oui, mais enfin, ils sont toujours là, donc il ne faut pas se plaindre. Mais enfin, n'empêche qu'à écouter certains patients, c'est quand même difficile de se confronter donc à ce petit bouleversement-là ou à ce grand bouleversement-là. Et puis, il y a un troisième point, évidemment, qui explique que c'est difficile de changer de vie, que c'est difficile d'assumer ce dans quoi le destin nous engage. C'est un troisième axe, et c'est tout simplement ce qu'on appelle le rapport au projet. C'est-à-dire que tant qu'on est en bonne santé, on a une certaine vision de l'avenir, donc on part en vacances, on fait ceci, on fait cela, on travaille, enfin tout ce que vous voulez, enfin on a des projets comme tout le monde finalement. Et puis évidemment que quand la maladie nous rattrape, eh bien il y a des gens qui vous disent ce qui est terrible, c'est de devoir renoncer à l'avenir qu'on avait imaginé. Il y a des projets, effectivement, qu'on n'ose plus faire parce qu'on ne sait pas ce qui peut se produire, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Et donc, ce sont toutes des questions. On se retrouve devant un avenir incertain. La seule chose qu'on sait, et l'avenir, parfois, chez certains, se rétrécit autour de cette affaire-là, c'est le seul avenir que j'ai, c'est l'évolution de la maladie. Et il n'y a pas d'autre projet, il n'y a rien d'autre. Et vous avez parfois des patients qui s'effondrent ainsi dans l'attente des prochains symptômes, dans l'attente de ce qui va se produire et qu'ils redoutent en même temps. Mais bon, il y en a d'autres qui continuent à avoir des projets, bien évidemment, mais n'empêche, ils disent il faut quand même les remanier, il faut quand même renoncer à certains d'entre eux, il faut réorienter sa vie, enfin bref, il faut redessiner un avenir sur mesure en fonction de ce que le destin nous impose, bien sûr. Si vous regardez, donc ça, c'est une manière de commencer à parler de là où ça fait mal, de pourquoi c'est difficile éventuellement chez certaines personnes. Donc moi, je n'oserais pas le généraliser, mais en tout cas, quand on entend des patients, c'est ce que moi, je crois entendre en tout cas. Quand vous regardez, c'est pas compliqué. Quand on réfléchit un peu et qu'on prend de la distance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien évidemment, donc ce type de maladie
Donc aussi bien pour le patient que pour l'entourage, c'est une maladie qui bouleverse une vie entière, parce que qu'est-ce qu'une vie d'humain? C'est se rapporter à soi, c'est l'image que l'on a de soi-même, et ça c'est mon identité qui est bouleversée. Maintenant je deviens malade, ou je deviens quelqu'un qui accompagne un malade, et donc c'est le rapport à moi-même qui est bouleversé. Ce que nous sommes comme être humain, c'est quelqu'un qui vit avec les autres, là aussi c'est impacté par la maladie, et nous sommes quelqu'un qui se donne des projets, et là aussi c'est impacté. Donc, à part le fait que vous vous rapportez à vous, aux autres, et que vous avez des projets, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre vie? Il n'y a pas grand-chose d'autre, hein. Toute notre vie est contenue là-dedans. Et donc la maladie, c'est vrai, on peut le comprendre, c'est une maladie qui impacte tout ce que nous sommes dans toutes les dimensions qui font une existence humaine, bien sûr. Et donc il faut se ramasser, il faut se rattraper, c'est pas évident de rebondir quand on est touché comme ça dans tous les domaines qui font une existence humaine. Alors si vous regardez, donc ça c'est le premier point, une première approche possible de ce à quoi on est confronté, et ça permet déjà de voir donc de quel côté il faut peut-être faire parfois un travail pour essayer donc de comprendre les difficultés que l'on traverse à un moment donné de sa vie. Si vous regardez, si vous prenez du recul maintenant, et c'est là qu'on va rejoindre l'idée le livre qu'on a cité tout à l'heure et qui essaye de reprendre un peu ça, si vous regardez, donc par conséquent, avec la maladie, ce qui est en jeu, et c'est là qu'on peut aller un peu plus loin dans le fait de mettre des mots là-dessus, ce à quoi on est confronté finalement, quelle que soit la place qu'on occupe par rapport à la maladie, c'est tout simplement une question de deuil, en réalité. Alors le mot deuil, donc c'est vrai que là il faut peut-être préciser un peu parce qu'il y a parfois des clichés que nous avons et qui malheureusement nous empêchent de réfléchir ou nous empêchent de nommer les choses. C'est que souvent, moi je ne serai pas dans votre tête, hein, bon, évidemment je n'y suis pas, mais souvent quand on parle de deuil, on parle de mort. Hein, donc on est en deuil quand? On est en deuil quand on a un proche malheureusement qui décède. En réalité, si vous prenez un peu de recul, vous pouvez vous rendre compte que notre culture a rétréci le deuil à une seule expérience. En vérité, on est en deuil chaque fois que, quoi? Alors, je vais vous donner une première idée qui apparaît par rapport à ce qui nous concerne ici. On est en deuil chaque fois qu'on est face à une situation qui est une situation irréversible. Donc, si vous vivez un moment difficile, mais qu'une fois que vous avez vécu ce moment difficile, tout recommence comme avant, vous n'avez pas vécu un deuil, vous avez vécu une crise. Et puis après, on retombe sur ses pattes et puis on recommence. Quand vous êtes dans un deuil, ce n'est pas une crise. Pourquoi? Parce que dans un deuil, vous ne recommencerez pas comme avant. Il n'y a pas de marche arrière possible. On ne reprend pas l'histoire, on ne reprend jamais l'histoire là où on l'a laissée quand tout a commencé à être bouleversé. Donc par exemple, il y a des gens, donc on peut vivre des deuils par conséquent dans une séparation de couple. Il n'y a pas de mort, mais c'est vrai que lorsqu'il y a une séparation de couple, un des deux, voire les deux, peuvent être confrontés néanmoins à un deuil. Il n'y aura pas de marche arrière, bien évidemment. Quand on a des enfants et que les enfants grandissent, donc il vaut mieux ne pas en avoir, mais enfin quand on en a, voilà, donc parce qu'on les aime, hein, c'est ça le problème. Mais donc quand on en a, eh bien c'est vrai que de les voir partir, c'est un deuil. Et on sait bien que oui, ils vont peut-être revenir à la maison, mais ce ne sera plus comme avant. Il y a quelque chose qui est perdu définitivement quand les enfants s'en vont, évidemment. Quand on est malade, vous comprenez, donc pour revenir à ce qui nous intéresse ici directement, eh bien c'est vrai qu'une fois que c'est une maladie chronique, si vous vous cassez une jambe, mon Dieu, on peut mettre un plâtre et puis après, donc ça peut éventuellement se restaurer. Mais quand on a une maladie chronique, il n'y a pas de rétablissement possible. Il y a un avant, il y a un après. Il n'y a pas de marche arrière possible. Dans le rétroviseur, quand vous avancez, il n'y a pas la route qui est derrière, qui vous permettrait de faire demi-tour. La maladie arrive et puis maintenant, il faut continuer à avancer et continuer à avancer avec. Et ce qu'on a connu avant la maladie, eh bien, c'est perdu à tout jamais. Ce ne sont plus que des souvenirs, évidemment. Donc, c'est vrai que dans les circonstances qui nous réunissent ici, ce à quoi on est confronté, et ça vous permet, vous voyez, de continuer à mettre des mots là-dessus, hein, eh bien, c'est effectivement à une expérience irréversible où il faut lâcher ce qui est perdu pour pouvoir continuer à avancer, bien évidemment. Maintenant, si vous allez un peu plus loin, deuxième approche de ce qui est en jeu, me semble-t-il, quand il faut essayer de le nommer, c'est donc un deuil. Je vais vous donner une définition qui est un peu plus rigoureuse que ce que je viens de vous en dire, et ça va nous permettre de pouvoir avoir quelques pistes d'action. Alors, qu'est-ce qu'un deuil, donc de manière générale, mais qui nous concerne ici, dans le contexte de la maladie de Parkinson? Eh bien, c'est ceci, donc voilà la définition que je vous propose, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Donc on dit un deuil, c'est un travail psychologique et social
Alors ça, je vais vous l'expliquer parce que dit comme ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un peu creux. Donc c'est un travail psychologique et social qui permet à quelqu'un de faire quoi? Donc c'est un travail psychologique et social par lequel un individu, alors l'expression est forte, mais vous pouvez la comprendre avec ce que je vous ai raconté, par lequel un individu peut mourir à ce qu'il n'est plus ou ce qu'il n'est pas. Donc c'est un travail psychologique par lequel un individu meurt à ce qu'il n'est plus ou ce qu'il n'est pas, pour, et la définition se termine comme ça, pour faire quoi? Pour renaître à ce qu'il est ou ce qu'il est devenu. Donc un deuil, c'est un travail psychologique et social par lequel un individu meurt à ce qu'il n'est plus ou ce qu'il n'est pas pour renaître à ce qu'il est devenu ou ce qu'il est. Alors, je vais vous expliquer un peu la définition, mais il y a des liens que vous pouvez déjà faire, évidemment, avec ce qui précède. La première partie, ça, il faut que j'explique un peu, parce que je n'en ai pas parlé. Donc, on dit, c'est un travail psychologique et social. Travail, ça veut dire quoi? Travail, c'est pas compliqué, vous savez ce que c'est le travail, ça veut dire qu'il faut faire des choses. Il y a des gens qui croient que quand on est en deuil, quel que soit le deuil d'ailleurs, eh bien, avec le temps, ça s'arrange. Eh bien, ce que la clinique montre, donc ce que l'expérience montre, ce que les psys nous racontent en suivant des patients, c'est que les gens qui croient qu'avec le temps on va s'habituer, ce sont des gens que vous ramassez à la petite cuillère 2 ans, 5 ans, 10 ans plus tard. Avec le temps, il n'y a rien qui s'arrange. Avec le temps, ce qui est vrai, c'est qu'on s'habitue. Mais on s'habitue sans changer. C'est-à-dire, vous allez comprendre par la suite, donc sans que dans ma tête, donc par exemple, je peux continuer dans ma tête, par rapport à la maladie ici, je peux continuer dans ma tête à me prendre pour quelqu'un qui devrait être en bonne santé, simplement je m'habitue dans ma vie à avoir quelques complications, plus ou moins sévères. Mais dans ma tête, je continue à être quelqu'un qui devrait être en bonne santé. Vous comprenez bien, ça ne c'est pas faire un deuil, c'est s'habituer à la maladie tout en restant dans sa tête ce qu'on aimerait bien rester, malheureusement. Et donc, vous comprenez, vous pouvez anticiper la catastrophe annoncée, bien sûr. Donc, dans un deuil, il ne s'agit pas de rester le même et de tout faire pour que rien ne change. Non, 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 il ne s'agit pas de s'habituer non plus. Il s'agit de véritablement faire un travail pour se libérer de tout ce qu'on a été, de façon à avoir une chance de se réapproprier ce qu'on devient. Mais on ne peut pas accepter ce qu'on devient si on ne lâche pas ce qu'on a perdu, évidemment. Donc c'est un travail, il y a des choses à faire, ça on pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez, parce que tous les points peuvent être développés évidemment, mais enfin, bon, retenez, il y a des choses à faire. Maintenant, ce que l'on dit dans la définition, c'est que c'est un travail par lequel, donc un travail psychologique et social. Alors psychologique et social, ça veut dire quoi? Psychologique, ça veut dire une chose très simple, ça veut dire que, en tout cas par rapport à ce que je vous ai déjà raconté, c'est un travail que l'on doit faire, donc psychologiquement, c'est-à-dire un travail par rapport à mon identité, par rapport à ce que je voudrais être, par rapport à ce que j'aimerais bien être, par rapport à ce que j'ai été. Et donc ça concerne, on vous dira ça comme ça dans un langage un peu plus rigoureux, ça concerne donc mon psychisme, l'identité, donc les rôles, enfin voilà, la façon que j'ai envie d'être dans la vie. Donc c'est un travail sur ma manière d'être, sur ce que je suis. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un travail psychologique. Mais il y a autre chose aussi dans la définition. Quand on dit que c'est un travail psychologique, ça c'est terrible évidemment, mais on va peut-être en reparler dans la suite. C'est tout simplement un travail où je suis le seul à pouvoir le faire pour moi. Comme ça concerne mon identité, les autres peuvent bien m'aider s'ils veulent, mais il n'y a que moi qui le ferai ou ne le ferai pas. Les autres ne peuvent pas le faire pour moi. Et donc de ce point de vue-là, dans cet angle d'attaque-là, si vous voulez, ce que l'on doit conclure, c'est qu'il n'y a personne qui peut m'aider. C'est en partie faux, mais vous comprenez dans quel sens. C'est-à-dire, voilà, il n'y a que moi qui peux accepter ce que je suis, ou je suis incapable de le faire. Mais les autres peuvent m'accepter, c'est pas pour ça que je m'accepterai moi, dans ce que je suis, évidemment. Voilà, c'est moi qui dois me mettre en mouvement d'une façon ou d'une autre. Donc, travail psychologique, c'est un travail qui porte sur ce que je suis, que j'aimerais bien continuer à être, mais que je ne peux peut-être plus être. Donc, c'est un travail sur mon identité, et il n'y a que moi qui peux malheureusement le faire pour moi. Bon. Dans un couple, par exemple, ça veut dire ceci, donc c'est assez redoutable, évidemment, ce qu'on évoque ici, parce que ça veut dire que dans un couple, on peut bien s'entraider, mais vous n'aiderez jamais, quand on est le malade, un conjoint à accepter d'être le conjoint d'un malade. Parce que vous n'êtes pas à sa place. Si vous êtes le malade, vous n'êtes pas le conjoint d'un malade. Et le conjoint d'un malade ne pourra jamais aider un malade, parce qu'il ne vit pas avec la maladie. Lui, son expérience, c'est de vivre avec quelqu'un qui a la maladie. Mais ce n'est pas la même expérience que de vivre 24 heures sur 24 avec la maladie, évidemment. Et donc, on peut bien être ensemble,
on peut bien s'entraider, bien sûr, donc ça c'est clair, hein, mais n'empêche qu'on ne fera pas le travail à la place de l'autre. Et là, à un moment donné, il faut lâcher. Il le fait, il ne le fait pas. Je peux mettre un décor qui fait qu'il peut le faire, mais si il ou elle ne veut pas le faire, là, mon pouvoir s'arrête, évidemment. Donc c'est un travail psychologique, il n'y a que moi qui peux le faire pour moi. Mais en même temps, et ça va corriger un peu ce que je viens de vous raconter, en même temps, on dit c'est un travail social. Alors pourquoi c'est un travail social? Eh bien parce que, alors vous voyez bien, il y a une espèce de contradiction qu'il faut penser, enfin, qu'il faut accepter, il ne faut pas la résoudre, c'est comme ça. Donc ce que montrent tous les cliniciens du deuil, c'est que c'est un travail, il n'y a que vous qui pouvez le faire pour vous, et ce qui est bizarre quand même, c'est que pourtant on ne peut pas le faire tout seul. Et pourtant il n'y a que moi qui peux le faire. Donc il y a une petite phrase de Ricoeur que j'aime bien qui résume le truc et qui dit « Le chemin le plus court pour aller de soi à soi passe toujours par un autre ». Donc, alors ça veut dire quoi par rapport à la question qui nous concerne? Donc si le but c'est d'essayer d'accepter ce qu'on devient, donc c'est ce que dit la fin de la définition, on va y arriver. Si le but c'est d'accepter ce qu'on devient dans la vie, ce que le destin nous impose, eh bien c'est vrai qu'on ne peut y parvenir que quand on ose être ce que l'on est, jusque dans les yeux d'un autre. Je vais vous raconter, donc, pour que vous compreniez l'idée, parce que ça peut paraître un peu abstrait quand on le dit ainsi, mais en fait il y a plein de cas où on peut le vérifier. Donc vous avez des personnes qui vous disent, voilà, j'ai tel problème dans ma vie, donc pas forcément une maladie, ça peut être plein de choses, hein, peu importe, et ce que je fais, c'est remplir un petit journal intime, parce que quand ça va pas bien, voilà, ça m'apaise. Moi j'ai écrit, j'ai besoin d'écrire, ou j'enregistre, enfin tout ce que vous voulez, mais enfin voilà, donc moi j'ai besoin de faire ça. Mais en attendant, je n'en parle à personne. Ben, vous comprenez bien quelqu'un qui ferait ça et qui vous dirait, ben voilà, c'est comme ça que je me débrouille et j'arrive à accepter ce qui m'arrive. Mais je n'en parle à personne. Pourquoi? Parce que ça ne regarde pas les autres, parce que ce n'est pas leur problème, c'est le mien, etc. Enfin, voilà. Ben, vous auriez envie de dire quoi à ce type-là, qui dirait ça? Vous auriez envie de lui dire, ben, si vraiment, comme tu le dis, tu acceptes ce que la vie a fait de toi, pourquoi tu n'oses pas en parler aux personnes concernées? Si vraiment tu es à l'aise, il n'y a plus de problème. Et tu peux en parler, c'est pas qu'on doit en parler à tout le monde, les gens qui ne sont pas concernés, je ne vais pas leur dire, mais si j'ai un problème et que je l'accepte pleinement, il n'y a plus rien qui m'empêche effectivement d'en parler à qui de droit, mes enfants, mes proches, je ne sais pas qui, pour qu'ils comprennent ce que je suis en train de vivre, quoi. Et vous voyez bien quelqu'un qui dit non, ça ne regarde personne, c'est mon problème à moi, les autres n'ont pas à le savoir, en fait c'est quelqu'un qui est en train de vous dire quoi? Qui est en train de vous dire, ben, dans ma tête, j'ai peut-être accepté ce que la vie m'impose, mais pas entièrement, puisque je n'ose pas encore être ce que je suis jusque dans les yeux de quelqu'un. Il y a quelque chose qui résiste encore, la pudeur par exemple, la timidité, la peur d'être jugé, enfin, peu importe quoi, mais qui fait que je ne suis pas encore à l'aise avec ce que la vie m'a imposé, et c'est la raison pour laquelle donc je n'en parlerai pas, bien évidemment. Donc quand on dit le deuil est toujours une question sociale, c'est-à-dire on ne vit pas un deuil tout seul, même si pourtant il n'y a que moi qui peux le faire pour moi, hein, mais ça passe quand même aussi par les autres, ben, c'est pour cette raison-là. Il faut que les autres acceptent ce que je deviens. Et ce n'est que quand c'est le cas qu'alors je peux me réconcilier pleinement avec ce que je suis. Donc, première partie de la définition, donc, on nous dit, c'est donc un travail, il faut faire des choses, ceux qui attendent que ça vienne, avec le temps, qui pensent que ça peut, ben, ce sont des gens qu'on va ramasser à la petite cuillère malheureusement, qui vont aller de désillusion en désillusion, de désespoir en désespoir, et ça va être une catastrophe malheureusement tôt ou tard. Donc c'est un travail à faire, c'est eux qui peuvent le faire, mais c'est vrai que ça passe aussi par les autres, et voilà, c'est cette alchimie qu'il faut essayer de bricoler. Par exemple, donc comment on peut donc faire un deuil dans les trucs que les psys nous enseignent? Ben, c'est pas compliqué, c'est des choses qu'on fait plus ou moins, et par exemple une association comme celle-ci permet sans doute de contribuer à ça. Ben, c'est tout simplement en parlant, en rencontrant d'autres, en se confrontant aux autres, et du coup ben, de voir qu'on est semblable, enfin, on le vit chacun de sa manière, mais enfin on peut se rejoindre, et que du coup on peut faire des trucs. Ben voilà, donc vous socialisez, vous n'êtes pas tout seul, et avec d'autres vous essayez de bricoler des pistes de solutions, de trouver des trucs éventuellement, enfin de trouver de quoi accepter effectivement vivre avec la maladie. Donc une association comme celle-ci, c'est une des stratégies que les humains mettent en place pour essayer d'aider effectivement ben, ceux que l'adversité malheureusement rencontre.
Donc, ça, c'est la première partie. Alors, la deuxième partie de la définition dit, donc, tout ce travail par lequel on essaye de mettre en place donc, ce qu'on peut pour essayer d'accepter ce que la vie fait de nous, donc, ça consiste en quoi maintenant? Ça consiste, et ça, vous pouvez le comprendre assez facilement, parce que je vous l'ai expliqué, donc, ça consiste à, l'expression est un peu dure, mais enfin, ça consiste à mourir à ce que l'on n'est pas ou ce que l'on n'est plus. Donc, en d'autres termes, dans un deuil, de quoi fait-on le deuil? Qu'est-ce qu'on doit lâcher dans un deuil? Ce qu'on doit toujours lâcher dans un deuil, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce qu'on doit toujours lâcher dans un deuil, ce n'est jamais la chose perdue, c'est toujours son identité à soi. Donc, par exemple, prenons le cas d'un décès. Si je suis marié et que je perds mon épouse, est-ce que je dois faire le deuil de mon épouse? La majorité des gens disent oui, évidemment, c'est de ça qu'on doit faire le deuil. Vous voulez faire le deuil de quoi d'autre? En fait, on ne fait pas le deuil de son épouse. Enfin, je n'aurai pas le deuil à faire de mon épouse. Une fois qu'elle est morte, elle est morte. Qu'est-ce que vous voulez que je perde de plus? La messe est dite, si je puis dire. Il n'y a plus rien à lâcher de ce côté-là. Qu'est-ce que je dois lâcher? Ce que je vais devoir lâcher, et c'est là qu'il y a un travail qui prend du temps, ce que je vais devoir lâcher, c'est le mari que j'ai été, que j'aimerais bien continuer à être, mais que je ne peux plus être. C'est mon identité qui est en jeu. Le deuil porte toujours sur son identité. Si je perds mon boulot du jour au lendemain, je n'ai pas à faire le deuil de mon boulot perdu. Il est perdu, je ne l'ai plus. Qu'est-ce que vous voulez lâcher de plus? Il n'y a pas de travail à faire de ce côté-là. Par contre, le deuil du travailleur que j'ai été, ça oui. Et ça va me mettre des années peut-être, parce que j'ai aimé mon travail, etc. Et c'est pas facile de lâcher cette identité qui n'a plus lieu d'être, évidemment. Donc, ce que je dois lâcher, ce à quoi je dois mourir, c'est toujours à cette identité dont je vous ai déjà parlé précédemment. Maintenant, il y a une petite précision dans l'expression qui est utilisée qu'il faut souligner. On dit, c'est donc mourir à ce que l'on n'est pas ou ce que l'on n'est plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un deuil, dans ce genre d'épreuve que l'on traverse, ce qu'on doit lâcher, c'est toujours et uniquement l'identité perdue de par les circonstances. Et uniquement ça. Le reste, vous le gardez bien, vous êtes toujours vivant. Mais ce que je dois lâcher, c'est ce que la vie m'a déjà repris. Donc, par exemple, si on reste dans le contexte qui nous réunit, si je deviens quelqu'un qui est malade, concerné par la maladie, qu'est-ce que je dois lâcher? Qui est déjà perdu de toute façon, mais n'empêche que c'est difficile de lâcher le morceau. Ce que je dois lâcher et à quoi je tiens pourtant terriblement, c'est la personne en bonne santé que je ne suis plus. Et il n'y a que ça que je dois lâcher. Le reste, je le suis déjà et je dois essayer de l'accepter, mais en attendant, tant que je reste enfermé, vous comprenez l'affaire, tant que je reste enfermé dans cette exigence que je devrais rester en bonne santé, comment voulez-vous que je puisse accepter ce que la vie fait de moi? C'est pas possible. Donc ce que je dois lâcher, c'est effectivement cette identité perdue de par les circonstances. Je dois juste laisser partir le mort. Il y a un psychanalyste, c'est Daniel Lagache, qui dit ceci. Donc il est mort, ce type-là, enfin comme quoi, même quand on est psychanalyste, on meurt. Qui dit ceci, donc il n'y a pas que les philosophes, si vous voulez. Il dit ceci, donc c'est une belle définition, coup de poing que j'aime beaucoup. Il dit qu'est-ce que le deuil? C'est tuer le mort. Mais comment voulez-vous tuer un mort s'il est déjà mort? Donc la question que vous devez vous poser, c'est où y aurait-il un mort qui serait quand même encore vivant? Une espèce de mort-vivant. Le seul endroit où il peut y avoir un mort-vivant, c'est en vous. Dans toutes ces identités qui sont dépassées, qui sont perdues, mais qu'on y tient tellement qu'on fait tout pour faire croire que c'est encore vrai pour moi, quoi. Et donc, tuer le mort, ça veut dire donc laisser partir ce que la vie, de toute façon, m'a déjà repris d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est aligner ma tête à la réalité avec laquelle je dois bien composer, évidemment. Donc, il s'agit de mourir à ce que l'on n'est plus et uniquement à ce que l'on n'est plus. Et de préserver tout ce qui reste, évidemment, que la vie ne m'a pas encore repris. Donc, c'est la vie, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est la deuxième partie, mais je n'insiste pas parce que ça rejoint les 3 points évoqués. Donc c'est mon identité, les relations et les projets, finalement, qui sont concernés. C'est tout ça qu'il faut accepter de laisser partir quand ils n'ont plus lieu d'être. Et puis, vous avez l'essentiel de la définition. Et c'est là qu'il faut peut-être insister un petit peu, parce que ce dont je vous parle peut paraître un peu tragique, mais en fait, c'est terriblement positif, ce dont je vous parle. Quel est le but de tout ça?
qui paraît un peu dur, le but d'un deuil, le but de ce travail quand la vie est bouleversée et qu'il faut retomber sur ses pattes, eh bien, le but d'un deuil, c'est quoi? C'est tout simplement de nous aider, chacun d'entre nous, à pouvoir, donc la phrase dit, pouvoir renaître à ce que nous sommes ou ce que nous sommes devenus. Pouvoir se réconcilier autant que faire se peut avec ce que la vie fait de nous. Alors vous comprenez bien l'enjeu, et c'est là que ça devient positif, enfin en tout cas moi, à mon avis, c'est positif, éminemment positif, c'est que si vous voulez, encore malgré les épreuves de la vie, si vous voulez avoir une chance d'être encore heureux ou heureuse, donc malgré les épreuves, comment pouvez-vous y arriver si vous n'aimez pas ce que la vie a fait de vous? Et vous avez peut-être toutes les raisons pour détester ce que la vie a fait de vous. Mais si vous ne faites pas l'effort d'essayer de vous réapprivoiser ou de vous réapproprier ce que la vie a fait de vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vivez dans une tristesse de laquelle vous ne savez pas sortir. La vie est décidément cruelle avec moi, elle est injuste fondamentalement, et si vous restez enfermé là-dedans, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des moments de plaisir, évidemment, mais fondamentalement, votre vie s'est arrêtée le jour où la maladie est arrivée. Et vous devenez pour le coup ce qu'on appelle un mort-vivant. C'est-à-dire une vie qui n'a plus de sens, mais voilà, ça continue à vivre en moi, donc on fait avec, mais croire que je peux être heureux, c'est fini pour moi, évidemment. Si vous voulez que, en continuant à vivre, ça ait un peu de sens, quelles que soient les épreuves qu'on vive, que ce soit une maladie ou autre chose, la seule manière, il n'y a pas 36 000 pour les êtres humains, la seule manière d'y parvenir, c'est en essayant, autant que faire se peut, de composer avec la réalité, et si possible, ce n'est pas une insulte que de le dire, et si possible en essayant d'aimer ce que la vie fait de nous, autant que faire se peut, ce qui n'est pas toujours évident, mais en tout cas, on sait bien que c'est la seule porte d'entrée pour avoir encore la chance peut-être d'être un peu heureux dans l'existence. Quelqu'un qui n'aime pas sa vie, c'est pas compliqué, c'est quelqu'un qui est fondamentalement triste, et quand vous êtes fondamentalement triste, il n'y a plus que des distractions, mais il n'y a pas de bonheur, évidemment. Donc, le but d'un deuil, vous voyez bien, c'est un mécanisme de survie pour essayer de faire en sorte que la vie ait encore du sens malgré tout. Voilà ce qui est en jeu là-dedans. Alors, donc, vous voyez bien que c'est d'une exigence terrible, évidemment, et on est tous là où on en est, évidemment, là-dedans, parce qu'on a tous des épreuves, évidemment, et c'est pas toujours évident d'aimer ce que la vie fait de nous, mais on sait bien que c'est la direction vers laquelle on doit aller. Alors, si ça va jusqu'ici, vous m'arrêtez, si jamais... Bon. Donc, une fois qu'on a vu ça, et une fois qu'on comprend dans quelle dynamique on doit essayer de se placer, dans laquelle on peut essayer de se placer, eh bien, on peut peut-être, et c'est le deuxième point que j'avais en tête, on peut peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce combat qu'on a à mener avec soi-même, dans le cadre des adversités qu'il faut bien, avec lesquelles il faut bien faire d'une façon ou d'une autre. On va approfondir les 3 points évoqués, donc l'identité, les relations et les projets. Vous allez voir, donc il y a moyen d'être encore plus précis, il y a moyen d'aller plus loin dans ce qui est en jeu quand on est ainsi bouleversé dans son corps, dans sa chair, dans sa vie. Alors, on va recommencer par l'identité. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est vrai que quand la maladie nous tombe dessus, il n'y a rien à faire. Forcément qu'on n'est plus le même qu'avant et forcément que son identité est bouleversée. Si je suis un conjoint, forcément que je ne suis plus le même conjoint tout à fait qu'avant. Je deviens le conjoint de quelqu'un qui est malade maintenant et ma vie n'est quand même plus la même si je ne suis pas concerné par la maladie. Bon. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est... on pourrait poser une question, si vous voulez, pour la transition. C'est peut-être plus facile de commencer par une question. C'est si, dans le fond, ce qui est bouleversé à l'occasion de la maladie, c'est un changement d'identité. C'est ma vie d'avant qui ne peut plus continuer. Bon. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi c'est si difficile de lâcher une identité et d'accepter la nouvelle identité qui est la sienne, qui est devenue la mienne. Pourquoi ça résiste? Pourquoi on se bat? Pourquoi on refuse l'inévitable? Pourquoi on ne veut pas? Pourquoi pendant tout un temps on va s'acharner à essayer de repousser l'affaire? Ce n'est pas très compliqué à comprendre, c'est parce que. Et c'est là qu'on doit aller un petit peu plus loin. Vous allez voir, on va toucher à des choses beaucoup plus intimes maintenant. C'est parce que derrière les rôles que vous jouez dans l'existence habituelle. Donc moi je ne sais pas ce que vous êtes, moi je ne vous connais pas, mais vous êtes donc peut-être le conjoint de quelqu'un, vous avez peut-être des enfants, donc vous êtes un père, une mère, vous êtes l'ami de certaines personnes, j'imagine, vous êtes peut-être
quelqu'un qui a un métier ou qui a eu un métier. Enfin bon, voilà. Donc il y a toute une série de rôles que l'on joue. Dans tous les rôles que vous jouez et qui sont des rôles importants pour vous, qui comptent pour vous dans votre vie. Il y a parfois des choses qu'on fait, bon, mais il y a des choses qui sont importantes. Eh bien, dans tous ces rôles qui sont importants, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un désir qui est à l'œuvre. Et le désir qui est à l'œuvre, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle, en philosophie, c'est facile à dire, évidemment, donc c'est ce qu'on appelle le désir de toute puissance. Désir de toute puissance, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on veut être le plus puissant, l'expression n'est pas très bien choisie en fait. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a en chacun d'entre vous, il y a le désir d'être à la hauteur de ce que vous croyez devoir être pour que la vie ait du sens. Par exemple, si vous êtes parent, donc j'imagine, je ne sais pas si c'est le cas, mais si vous êtes parent, ben c'est vrai que comme on aime nos enfants, donc c'est ça qui fait qu'on est coincé avec eux d'ailleurs, hein, si on ne les aimait pas, ce serait tellement plus facile, mais comme on les aime, ben on s'en occupe et on s'inquiète avec eux. Donc, quand on a des enfants, ben c'est vrai qu'on a à cœur d'être un bon père ou une bonne mère pour eux. Et il n'y a pas besoin de faire de la philosophie, il n'y a pas besoin de se le dire dans sa tête, c'est quelque chose qui est viscéral. On a envie de bien s'occuper d'eux. Quand on aime quelqu'un, quand on vit dans un couple et qu'on aime l'autre, sincèrement, ben, c'est la même chose. Pas besoin de faire de la philosophie, c'est une évidence. On a à cœur d'essayer de rendre l'autre heureux. Parce qu'on l'aime tout simplement. Et c'est vrai avec ses amis aussi, etc. Si vous avez un travail, si vous avez eu un travail, eh bien, il y a des gens plus âgés ici, donc j'imagine qu'il y a quelques retraités sans doute, mais si vous avez eu un travail, ben, essayez de vous souvenir, si vous aimiez votre travail, on a à cœur d'essayer de bien faire son travail. C'est naturel, c'est du viscéral, c'est ce qu'on appelle, donc dans le jargon des philosophes, quand vous devez mettre des mots là-dessus, c'est ce qu'on appelle le désir de toute puissance. C'est cette affaire-là, cet élan-là qui nous transporte. Eh bien, ce qui est terrible, c'est que quand, par exemple, la maladie comme celle qui nous concerne ici, nous tombe dessus, eh bien, ce n'est pas simplement la personne en bonne santé qui vacille, et puis maintenant il faut accepter d'être une personne malade, mais ce qui est touché, à l'occasion de cette maladie, c'est ce désir de toute puissance. Est-ce que je serai encore capable de pouvoir rendre heureux les gens que j'aime? Est-ce que je serai encore capable, si j'ai une activité, si j'ai du travail, etc., de pouvoir faire mon travail correctement? Peut-être que je vais devoir arrêter. Et c'est terrible, évidemment. Enfin bref, donc ce que la maladie vient toucher, et c'est pour ça que c'est difficile, c'est pas simplement un changement d'identité. S'il y avait qu'à changer d'identité comme on change de chapeau, c'est pas grave. Mais si c'est difficile de changer d'identité, c'est parce que derrière les rôles que nous jouons, ce qui est touché, c'est ce qui donne du sens à notre vie et c'est ce besoin de croire que nous pouvons continuer à être à la hauteur de ce que nous devons être. Pour le dire autrement, une des hantises évidemment avec ce genre de maladie, dans notre culture, être à la hauteur de ce que nous pensons devoir être, c'est quoi? Donc là, quand on généralise, eh bien, c'est par exemple le fait qu'on doit être quelqu'un d'autonome. Nous éduquons nos enfants pour qu'ils deviennent autonomes. Et une fois qu'on l'est, ben, on veut rester autonome. Et c'est comme ça qu'on a l'impression d'être à la hauteur de son existence, d'être comme on doit être, quoi. Enfin, une vie, c'est ça, quoi. Une vie où on est autonome. Ben, vous comprenez bien, une fois que la maladie est là, baf, est-ce que vous pourrez rester autonome? Et on est touché en plein cœur. Et ce que racontent certaines personnes, c'est ça qui est difficile, évidemment, mais n'empêche qu'une fois qu'on a les mots, on peut commencer à en faire quelque chose. Quand on discute avec les gens, et quand on est touché, donc là, dans cette impossibilité désormais à être à la hauteur de ce qu'on croit qu'on devrait être, de cette vie qui a du sens, eh bien, ce que disent certaines personnes, c'est ceci. Ils disent, si je ne peux plus être à la hauteur de ce que ma vie doit être, à travers ma vie de couple, à travers ma vie de parent, à travers ma vie professionnelle, etc., si je ne peux plus, si c'est plus possible de me sentir, entre guillemets, tout puissant, à la hauteur, alors ma vie est foutue. De deux choses l'une, soit je peux être à la hauteur de ma vie, soit si je n'y arrive plus, c'est une vie qui n'a plus de sens. Et comme si c'était, donc quand vous écoutez les gens qui sont parfois donc secoués et qui sont désespérés, c'est comme si c'était tout ou rien. Quand vous prenez un peu de recul, et qu'on n'est pas dans ces moments désespérés, et qu'on peut être suffisamment distant que pour réfléchir un peu, eh bien, ce que l'on peut au moins essayer de faire entendre, c'est ceci. Ce que l'on peut faire entendre, c'est que quand on ne peut plus être à la hauteur de son existence, quand la vie nous secoue et nous empêche de l'être, ben, en attendant, ce que vous constatez malgré tout,
C'est tout biais, comme on dit à Namur, donc c'est tout bête, pardon. Donc c'est quoi? C'est tout simplement qu'on est toujours vivant. On est toujours là, c'est pas tout ou rien. C'est pas soit je suis à la hauteur de ma vie et ma vie va bien, soit si c'est plus le cas, je fonds comme un sucre dans une tasse de café et il n'y a plus de vie pour moi. Non, il y a toujours une vie, vous êtes toujours vivant. Mais on n'a pas les mots pour le dire. Donc la question c'est quoi? C'est mais qu'est-ce qui reste de nous quand on n'arrive plus à être à la hauteur de ce qu'on croit qu'on doit être? Qu'est-ce qui reste de nous? Les gens disent rien, ma vie n'a plus de sens, point. C'est pas vrai. Puisque vous êtes toujours là, c'est qu'il reste quelque chose que la vie ne peut pas vous prendre. Et qu'est-ce qui vous reste, effectivement, quand on est sorti de ce désir de toute puissance? Eh bien, en philosophie, je vais vous le dire avec les mots des philosophes, c'est là que je ne sais pas si ça va vous parler, mais enfin, voilà les mots qu'on a. Donc, ce qui reste de nous, c'est qu'on n'est pas quelqu'un qui est tout-puissant, puisque c'est justement ça qui est brisé. Ce que l'on découvre dans ces moments de désarroi parfois, c'est qu'en réalité, ce que nous sommes, c'est quelqu'un qui est, donc voilà le mot utilisé, le mot technique qu'on utilise, on est quelqu'un qui est une finitude, on est quelqu'un qui est fini. Et ce que veut dire ce mot, vous pouvez le comprendre, hein, ce qu'on veut dire par là, c'est pas qu'on est fini et qu'on peut mourir, c'est pas ça. Hein. Ce que veut dire ce mot, c'est que ce que je découvre dans l'épreuve que je traverse, c'est que je suis quelqu'un qui est limité, quelqu'un qui ne peut pas tout, quelqu'un qui n'a pas un corps immortel, quelqu'un qui a un corps biodégradable. Et si vous réfléchissez un peu maintenant, ce que vous pouvez comprendre, c'est pas très difficile, c'est qu'en réalité, même avant la maladie, c'était déjà le cas. Hein. En fait, la maladie ne rend pas les hommes finis, les êtres humains finis, donc il ne les rend pas, il ne les crée pas finis, si vous voulez. Avant, on était tout puissant, c'était merveilleux, et puis voilà que la maladie m'a rendu fini, c'est pas ça du tout. C'est que ce que la maladie fait, et c'est pas de la manière la plus heureuse, il faut bien reconnaître, ça reste une épreuve, mais ce que la maladie fait, c'est révéler ce qu'on était déjà au départ, à savoir quelqu'un qui, étant incarné, est quelqu'un qui est limité. Et c'est ça qui nous saute à la figure quand tout d'un coup, donc de manière plus ou moins violente, on est rattrapé par exemple par la maladie effectivement. Alors, maintenant vous pouvez comprendre la définition du deuil que je vous ai donnée à ce premier niveau. Est-ce que désir de toute puissance? Est-ce que vous n'avez jamais été tout puissant dans votre vie? On l'a cru. Tant qu'il n'y a pas d'obstacle dans l'existence, c'est ça le piège, c'est que notre culture nous fait croire que nous sommes à la hauteur de ce qu'on devrait être. Et on a l'impression que c'est ça la vraie vie. Mais le problème, c'est que vous ne l'avez jamais été, et vous ne le serez jamais, évidemment. Et donc c'est tout à fait étonnant de voir que nous vivons dans une culture qui ne nous aide pas à vivre les épreuves de la vie, parce qu'elle nous fait croire que ce que nous devons vivre, c'est une vie dans laquelle on est toujours au top de la forme, on est toujours quelqu'un de performant, quelqu'un de rentable, enfin quelqu'un qui effectivement a un corps qui serait un corps immortel, si vous voulez, pour le dire de manière un peu caricaturale. Dans un deuil, qu'est-ce qu'on vous demande de lâcher? Qu'est-ce que la vie, ça c'est pas moi qui vous le demande, moi j'ai rien à vous demander, mais qu'est-ce que la vie nous impose de lâcher? Elle nous impose de lâcher ce désir de toute puissance. Vous ne l'avez jamais été, souvenez-vous, dans un deuil on meurt à quoi? On meurt à ce qu'on n'est pas. Qu'est-ce que je dois lâcher? Ce que je n'ai jamais été, mais que j'aimerais pourtant tellement être, quelqu'un qui est tout-puissant, qui vit une vie en bonne santé jusqu'à son dernier souffle. Être le conjoint de quelqu'un qui est en bonne santé, et quelqu'un qui peut donc par conséquent tout le temps, tous les jours supporter son conjoint malade. Ce qu'on découvre, c'est que je ne suis pas tous les jours capable de supporter quelqu'un de malade. C'est pas possible, j'ai mes limites à moi aussi, d'une manière ou d'une autre. Et donc ce qu'un deuil vous demande de faire, c'est de laisser partir ce désir de toute puissance que personne n'incarne, même les gens dits en bonne santé, il n'y a personne qui est tout puissant de toute façon, pour se réconcilier avec quoi? Avec la réalité qui est la nôtre. Et quelle est cette réalité? Maintenant que vous avez des mots, vous pouvez commencer à comprendre ce qu'il faut accepter. Eh bien, ce qu'il faut accepter, ce avec quoi il faut se réconcilier, c'est tout simplement le fait que nous sommes quelqu'un de limité. Plus vous acceptez le fait d'avoir des limites, plus vous acceptez le fait que vous ne pouvez pas tout supporter, que vous avez effectivement des limites dans toutes les épreuves de la vie, moins vous souffrirez d'en avoir. Plus vous exigez au contraire d'être tout puissant, et plus vous allez souffrir d'avoir des limites. Donc si vous voulez, pour le dire simplement, pour reprendre ce que je vous disais tantôt, si vous voulez essayer d'être un peu heureux dans la vie, un petit peu,
ne demande pas grand-chose, mais quand même un peu de bonheur, la première chose qu'il faut faire et qui nous empêche d'être heureux, c'est de lâcher, de se libérer de ce désir de toute puissance. Personne ne l'est. Et plus vous acceptez d'être limité, ben voilà, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire, voilà, j'ai mes limites, je suis fatigué, ceci, cela, enfin bon. Et plus vous êtes à l'aise avec ça, plus on essaye en tout cas d'être à l'aise, plus on essaye de l'accepter, moins on en souffre. Si vous voulez, on pourrait dire, c'est déjà difficile d'accepter la maladie, pourquoi est-ce qu'il faudrait donc compliquer la maladie par le fait qu'en plus je ne la supporte pas? C'est déjà suffisamment difficile comme ça, n'en rajoutez pas, hein. Et donc plus vous l'acceptez, et c'est tout à fait étonnant, enfin ça c'est ce que des patients racontent, et plus c'est vrai qu'on sort de toute une série d'exigences, d'attentes, la peur de ce qui pourrait arriver, et plus on est simplement présent à ce qui est, et on essaye de bâtir sa vie à partir de là. Ce qui est étonnant, quand on discute avec certaines personnes, c'est que parfois quand on demande aux gens « est-ce que vous avez des limites ?» Alors, tout le monde vous dit, évidemment, la bouche en cœur, ben oui, évidemment, on sait bien qu'on a des limites. Et puis quand on pose la question suivante « et vous, vos limites, c'est quoi ?» Eh bien, ce qui m'a toujours étonné quand on fait ce genre de choses, c'est que quand on doit dire ses limites, alors qu'on sait bien qu'on en a, hein, mes limites, il faut qu'on commence à chercher. Les gens ne savent pas qui ils sont. On est tellement dans une bulle imaginaire qu'on vit comme si on était quelqu'un qui n'a pas de limites, et puis on sait bien dans sa tête qu'on en a, mais enfin on ne sait pas trop lesquelles. Et il faut souvent qu'on soit rattrapé par l'existence pour que tout d'un coup, paf, mes limites, je les vois maintenant. Et là, je ne peux plus tricher, évidemment. Donc, plus vous apprenez à connaître vos limites, plus vous pouvez essayer de les accepter, mais le prix à payer pour les accepter, c'est de vous libérer la tête de l'exigence d'être tout-puissant. Sénèque, dans un texte, donc il essaye de consoler une maman qui a perdu un fils. Et ce qu'il écrit, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais enfin, ce qu'il écrit et qui illustre un peu ce que j'essaie de vous raconter ici, ce qu'il raconte donc à Maria, enfin ce qu'il lui pose comme question, c'est ceci: mais que croyais-tu avoir mis au monde? Et puis la phrase continue en disant: un immortel, point d'interrogation. Ben, évidemment que non. T'as mis au monde quoi? T'as mis au monde un mortel. Et du coup, la phrase se termine en disant: qu'y a-t-il d'injuste à ce qu'un mortel meure? Alors évidemment, c'est des phrases philosophiques. Quand on a perdu un enfant, c'est une autre chanson, hein. Mais n'empêche que ça dit quelque chose de juste. Pourquoi est-ce que la mort d'un enfant est insupportable? Ben parce qu'on part tous de cet élan, de cette idée qui est tellement évidente qu'un enfant c'est fait pour vivre, et pourtant c'est un mortel, et c'est vrai, il n'y a rien d'injuste à ce qu'un enfant meure. Il n'y a rien d'injuste à ce qu'un mortel meure, en fait. Mais ça choque nos habitudes de pensée, ça choque nos désirs, évidemment, ça choque ce que l'on veut pour nos propres enfants, et c'est inaudible. En tout cas, c'est violent. Mais pourtant, c'est, me semble-t-il, terriblement juste. Et plus vous vous réconciliez, dit Sénèque, avec le fait que les gens avec lesquels vous vivez sont mortels, ça ne veut pas dire que vous allez vouloir qu'ils meurent, mais que si jamais ils doivent mourir, il n'y a rien d'injuste et que vous pouvez l'accepter. À travers un deuil, parce que ce sera quand même une épreuve, mais en tout cas, vous n'allez pas redoubler la tristesse de la perte d'un être cher par le fait que c'est injuste qu'il soit mort. Ça suffit déjà la tristesse, donc ça ne sert à rien d'en rajouter une couche. Donc, enfin, tout ça pour dire, donc je viens à mon truc, donc premier point, c'est que quand on a une vie qui est bouleversée et qu'on n'est plus le même qu'avant, ce qui est au final en jeu, quand on va gratter, donc c'est comme ça qu'on le dit avec les mots des philosophes, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est donc, voilà, on a envie d'être à la hauteur et on voit bien qu'on ne s'en sort plus. On voit bien qu'on n'y arrivera plus. Alors de deux choses l'une, donc soit il n'y a plus de vie pour vous, soit, comme pour n'importe qui, même les gens en bonne santé, soit, si on veut vivre dans cette vie-ci, se libérer de l'exigence d'être tout-puissant et se réapproprier ce que la vie fait de nous. Une vie finie, une vie limitée. Et donc, j'ai le droit de ne pas tout supporter. J'ai le droit de ne pas aimer ma maladie. J'ai le droit de ne pas supporter mon conjoint qui est malade. J'ai le droit de pouvoir... Voilà, parce que ce que je suis, c'est limité. Et que si je me respecte, la première chose que je dois accepter, c'est de ne pas pouvoir tout accepter dans la vie. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Maintenant, si on veut évidemment jouer au tout-puissant, le sauveur, etc., pour les autres, etc., vous vivez dans le mensonge, vous trompez les autres autour de vous en faisant croire que vous êtes tout-puissant. Si vous appelez ça faire le bien, ça peut être le bien, mais pour moi, c'est de l'hypocrisie et c'est du mensonge.
Mais a-t-on le courage d'être ce que l'on est? Point d'interrogation. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a deuxième niveau, vous vous souvenez, c'était les relations. C'est vrai que quand la vie est bouleversée, ben, on est secoué dans ce qu'on voudrait bien être, et puis il y a les autres qui réagissent, quoi. Il y a des gens qui nous abandonnent, il y a des gens qui ne nous regardent plus comme avant, de la pitié, etc., etc. Enfin voilà, donc c'est insupportable. En tout cas, il y a des gens qui disent, moi ça m'insupporte l'attitude des autres, qui font semblant de rien, qui contournent, qui ne viennent. Bon. Maintenant, derrière tout cela, derrière les relations bouleversées, donc question que vous pouvez vous poser, qu'est-ce qui se joue avec les gens que nous aimons, avec les gens qui comptent pour nous? Donc je ne vous parle pas des gens que vous croisez simplement dans la rue, etc. Mais voilà, les gens qui comptent. Donc ça peut être votre conjoint de nouveau, ça peut être vos enfants, ça peut être vos amis, ça peut être vos proches, enfin voilà, les gens qui comptent vraiment pour vous. Eh bien, là aussi, dans les relations avec les autres, il y a un désir qui est à l'œuvre. Ce n'est pas le même qu'avant, évidemment. C'est un désir spécifique. Et voilà comment on le nomme en philosophie. On dit, dans nos relations, ce qu'on cherche à essayer d'établir. C'est quoi? C'est ce qu'on cherche à accomplir, si vous voulez, c'est le désir de fusion. Et le désir de fusion, ça veut dire quoi? De nouveau, l'expression n'est pas très heureuse, mais ce que l'on veut dire, c'est que voilà, dans les relations qui comptent pour nous à un moment donné de notre vie, on a envie de pouvoir rejoindre l'autre, on a envie de pouvoir se comprendre, de pouvoir être sur la même longueur d'onde, si vous voulez, de partager une même histoire. Dans une relation de soins, parce que je travaille dans le monde de la santé, c'est pas compliqué. Enfin, là on me raconte parfois à travers des anecdotes toutes bêtes. Si je suis soignant et que je vais donc au contact du malade et que le malade me dit je ne veux pas foutre moi la paix, je ne veux pas être touché, etc. Ben, si on n'est pas d'accord sur le soin à donner, si l'autre refuse même le soin qu'on peut lui donner, ben, comment voulez-vous que le soin soit possible? Il n'y a pas de relation, un point c'est tout. Pour qu'il y ait une relation de soin, il faut quand même qu'un minimum de choses, il faut quand même qu'on se rejoigne sur ce qu'on va accepter, ce qu'on va faire, ce qu'on propose, quoi. Enfin, sinon, il n'y a pas d'aide possible. Donc, dans toutes les relations que vous avez, où vous essayez de nouer un contact, que ce soit dans le cadre d'une relation de soins, mais avec nos amis, nos amours et tout ce que vous voulez, eh bien, c'est vrai qu'il y a cette envie qu'à ce moment-là, ben, on soit quand même en train de se comprendre ensemble, d'être d'accord ensemble, de se rejoindre sur quelque chose. Si on ne se rejoint pas du tout, ben, ciao les frères, chacun retourne de son côté et il n'y a pas de relation, point barre. Donc, dans toutes nos relations. Alors, on peut donner des exemples. Donc, par exemple, pour que vous compreniez d'où vient l'expression désir de fusion, par exemple, si vous avez des enfants, donc de nouveau, je ne sais pas si c'est le cas, mais même si vous n'en avez pas, vous pouvez l'imaginer, en tout cas, et le deviner. Ben, c'est vrai qu'on aime bien tous les enfants du monde. Mais nos enfants, c'est quand même assez curieux, mais on les a dans la peau. Et de telle manière que beaucoup de parents disent, si mes enfants vont pas bien, ben, je vais pas bien. Pourtant, c'est mes enfants qui vont pas bien. Mais c'est curieux, on va pas bien. Par exemple, une amie secrétaire me racontait, on parlait de son enfant il y a des années, et elle me disait, donc c'est des expressions qu'on a, qu'on utilise en français, elle me disait, mon fils me fait une grippe. Mais son fils ne lui fait rien du tout, il a une grippe, point. Mais vous voyez, donc le langage nous rattrape. Maintenant, il ne faut pas faire dire au langage plus qu'on ne peut, mais donc voilà, il me fait une grippe, et ce qu'elle voulait dire par là, c'est il est malade et donc je me tracasse, quoi. Et là, vous avez quelque chose de l'ordre de la fusion, pour le coup. Donc ce qui lui arrive, ça me touche. Et c'est vrai qu'on partage une même vie, qui fait que je ne suis pas indifférent à ce que l'autre vit. Et quand son fils a échoué à l'école, donc le même, pour le coup, c'est elle qui était tracassée, alors que c'est son fils qui doublait à l'école. Mais c'est curieux que c'est elle qui en fait une montagne et un problème. Mais voilà, donc il y a une espèce de... si vous voulez, dans des formes excessives, on dira c'est la fusion, c'est parfois la confusion. Donc, par exemple, dans ce qui nous concerne ici, on pourrait prendre un exemple comparable. Parfois, quand vous écoutez un couple autour de la maladie, un des deux est malade et l'autre l'accompagne, si vous prenez la posture du conjoint, parfois il y a une maladresse là qui n'est pas évidente à repérer, mais qui est que je me tracasse pour toi, et donc en fait j'ai l'impression que je me soucie de toi, parce que je me tracasse pour toi qui es malade. Et en réalité, dans ce tracas que j'ai pour l'autre, ce qui est en jeu, en réalité, quand vous réfléchissez un peu, c'est pas l'autre, c'est moi qui ne vais pas bien face à l'autre. Mais vous voyez bien, dans cette confusion dans laquelle on est, on a envie de partager une même vie, on partage une même vie, cette maladie, on va la porter à deux,
Enfin voilà, ce genre de choses qu'on entend parfois. On a l'impression que quand on ne va pas bien, c'est parce que l'autre ne va pas bien, enfin parce qu'on est dans cette même histoire autour de cette même maladie. Et pourtant, eh bien, ce que nous apprend la maladie, nous qui recherchons à être proches des gens que nous aimons, à partager une même vie, etc., ce que l'on découvre, et c'est ça qui est parfois difficile évidemment, et on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure d'ailleurs, c'est qu'en réalité, on ne fusionne pas avec les autres. Ce que la maladie nous renvoie, c'est quoi? Souvenez-vous, je vous le disais tantôt, c'est qu'on est toujours seul à la porter. Et il n'y a pas moyen, effectivement, d'être rejoint par qui que ce soit. Je peux bien être accompagné par plein de gens qui vont m'aider, mais souvenez-vous, c'est pour ça que j'en avais déjà dit un mot tout à l'heure, même si je suis aidé par 1000 personnes, n'empêche que c'est moi qui, 24 heures sur 24, dois vivre avec. Et je ne peux pas, à certains moments, la déléguer à d'autres pour moi respirer un petit peu. Non, ça c'est pas possible. Je suis seul à savoir ce que c'est que de vivre avec cette maladie en permanence. Et mon conjoint peut bien m'assister, il peut bien être là 24 heures sur 24, mais vous comprenez ce qui est en jeu, c'est que lui, son expérience de conjoint, c'est quoi? C'est pas de savoir ce que c'est que de vivre avec la maladie. Lui, son expérience, c'est de savoir ce que c'est que de vivre avec quelqu'un qui est malade. Et c'est pas la même expérience. En d'autres termes, ce qu'on découvre, ce que la maladie nous apprend, et c'est ça qui est dur parfois, parce qu'on veut être proche, on veut partager un même destin, on veut vivre ensemble, etc. Mais ce que la maladie nous apprend, et il n'y a pas qu'elle, mais c'est tout simplement qu'en réalité, nous sommes une solitude. Et le mot solitude ici, ça veut dire quoi? Donc il faut le préciser parce que dans le langage ordinaire, on l'utilise de plusieurs manières. Donc ici, on vise quelque chose de très précis. Donc ce qu'on vise, c'est ceci. Donc, quand on parle de solitude, en général, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre tête, mais donc les gens entendent le fait qu'on est tout seul au monde. Je ne sais pas si c'est ça que vous entendez. Donc, en fait, ce n'est pas ça qu'on vise. Donc, quand on est tout seul au monde, le mot qu'on utilise pour être précis, c'est, pour ne pas tout mélanger, c'est le mot isolement. Il y a des gens qui sont tout seuls au monde, il n'y a personne qui leur rend visite, souvent des personnes âgées, ça, ce sont des personnes isolées. Voilà, toute leur famille est décimée ou partie aux 4 vents, les amis sont morts et ce sont des gens qui se retrouvent tout seuls, effectivement. Donc ça, ils sont isolés. Dans le langage ordinaire, donc on utilise aussi le mot solitude. Voilà, c'est des gens qui... Mais donc si vous voulez y voir clair, donc réservez le mot isolement pour ça. Quand on parle de solitude, c'est d'autre chose que l'on parle. Et c'est ce que vous vivez, c'est ce que je vis, c'est ce que tout le monde vit. C'est un paradoxe. Donc ce que l'on vit, c'est quoi? C'est que nous sommes des êtres de relation. Donc on vit avec les autres. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas, en temps ordinaire, on n'est pas isolé, sauf exception quand les circonstances de la vie font que. Nous sommes des êtres de relation depuis notre naissance et probablement jusqu'à notre mort. Sauf si on meurt tout seul dans un bois, je ne sais pas quoi, mais enfin, normalement, donc on est des êtres de relation. Mais ce qui est vrai, et c'est ça que vous devez comprendre, parce que ça rejoint probablement ce que nous vivons, enfin, c'est vous qui jugerez, mais c'est que quand bien même nous sommes en relation donc avec les autres, et donc, nous subissons du plaisir à leur contact, nous subissons des torts aussi quand ils sont violents avec nous. Donc, dans la relation, il y a des choses qui s'échangent. N'empêche, ce qui est tout à fait bizarre, et c'est là que la solitude intervient. Donc, la solitude, ce n'est pas le fait d'être privé de relations. Au cœur des relations que vous avez avec les gens qui vous sont le plus proches, c'est tout à fait bizarre, parce qu'on n'y pense jamais, mais les autres nous échappent. On ne sait pas les rejoindre. Je vais vous donner un exemple que vous avez là sous les yeux pour le moment. C'est le plus simple pour comprendre ce que je veux dire. Je suis en train de vous parler. Donc il y a une espèce pour le moment de relation à sens unique. D'accord ? Je vous raconte des trucs. Bon. Donc il y a quand même une espèce de relation. Bien. La question que je vais vous poser est toute bête. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans ma tête pendant que je vous parle ? Alors maintenant, vous avez le choix entre deux solutions. Petit quiz. Solution A. Pendant que je vous parle, vous constatez que je ne dois pas lire mes papiers, et donc pendant que je vous parle, en fait, je suis en train de faire la liste des courses que je vais devoir faire tout à l'heure à 5 heures ou à 4 heures. Pardon. Oui ou non? Vous allez me dire, c'est peu probable. Ne le sens pas. Bon. Maintenant, solution B, en fait, j'ai besoin de me concentrer sur ce que je vous raconte, et donc ce qui se passe dans ma tête, c'est que je suis concentré quand même un petit peu sur ce que je vous raconte. Vous allez me dire, la solution B semble plus probable, donc c'est probablement la solution B. Je vais vous répondre, eh bien vous avez raison, c'est la solution B. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, évidemment. Ce qui m'intéresse, quand bien même ce serait la solution B. Maintenant, c'est ça que je veux que vous voyez. Est-ce que vous pouvez le vérifier que c'est la solution B? Eh bien, vous mourrez sans le savoir.
Parce que même si je vous dis, mais oui, c'est évidemment la solution, ben, je ne sais pas, vous savez bien que les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois, donc moi non plus, et par conséquent, donc je ne sais pas faire ma liste de courses et vous parler en même temps, donc bien entendu, je peux essayer de vous le démontrer par A plus B que c'est évidemment la concentration qui caractérise l'état dans lequel je suis. Vous ne pourrez jamais le vérifier. C'est-à-dire que quand bien même ce que je vous dis est vrai, je vous échappe. Quand bien même il y a une relation entre nous, qui est pour le moment un petit peu à sens unique, mais enfin vous réagissez malgré tout, donc il y a quand même un échange, eh bien n'empêche que dans cet échange, je reste un mystère pour vous. Exactement comme pour moi, je peux voir vos têtes, vos attitudes, mais je ne sais pas si ce que je vous raconte vous intéresse ou pas. Alors vous serez peut-être poli tout à l'heure et vous me direz « Ouais, merci monsieur Longnou, c'était très bien ». Et si ça tombe, vous vous êtes dit « Non, tu n'es que des bêtises. » Mais comment c'est possible d'être un philosophe bête comme ça? Enfin, moi je n'en sais rien de ce que vous pensez. Il y a ce que je vois, vous voyez mon corps s'agiter, vous voyez mes mimiques, moi je vois le vôtre. Mais est-ce que je peux vous rejoindre? Est-ce que nous pouvons, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, est-ce que nous pouvons fusionner? C'est-à-dire où je vous rejoins dans ce que vous vivez, de telle manière que je sais ce que vous vivez. Est-ce que vous pouvez me rejoindre de telle manière que vous savez ce que je vis, moi qui suis en train de vous parler? Ben, je vous disais, vous mourrez sans le savoir parce que c'est impossible. Et c'est ça faire l'expérience de la solitude. Au cœur des relations que vous avez avec les autres, aussi proches soient-ils de vous, ça peut faire des années que vous partagez la même vie avec les autres, avec ces personnes-là, vous ne saurez jamais ce qu'elles vivent. Quand on est malade et qu'on vit avec quelqu'un de malade pendant des années, on peut être en relation, on peut échanger plein de choses, plein de choses, mais on ne rejoindra jamais le malade quand on n'est pas le malade. Et le malade ne rejoindra jamais ce que c'est que de vivre avec un malade quand il vit avec quelqu'un qui est son conjoint, son ami ou je ne sais pas quoi d'autre. Les deux, à l'intérieur des relations qu'ils ont, les deux restent une solitude. Une fois que vous avez compris ça, de nouveau, ça éclaire le travail qu'on doit faire, le deuil dont on a parlé ici, si vous êtes d'accord avec ce mot-là. Si je veux que les relations que j'ai avec les autres perdurent malgré les épreuves, qu'est-ce que je peux faire? Plus je suis enfermé dans le désir de fusion, je veux que vous me compreniez, je veux que vous partagiez ma vie, plus vous avez des attentes vis-à-vis des autres, de ce genre-là, libérez-moi de ma solitude par pitié. Plus vous attendez ce genre de choses de la part des autres, plus vous demandez aux autres l'impossible. Jamais ils ne vous permettront de vous libérer de vous-même. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est impossible. On est une solitude. Mais n'empêche que plus vous attendez ça de vos relations avec les autres, qu'on me comprenne de telle manière qu'on me libère de moi-même, et plus vous demandez aux autres l'impossible, de telle manière que l'autre, s'il est un peu intelligent, ce qu'il doit faire, c'est partir. Parce qu'il sait qu'il ne peut que décevoir, et qu'il risque de se briser les ailes en plus dans l'affaire. À vouloir donner, ce qui ne permettra jamais de répondre à la question de l'autre. Donc la seule chose qu'on peut encore faire, c'est effectivement de sauver sa peau dans un truc pareil. Comment est-ce qu'une relation peut durer dans des contextes où elle est bouleversée, effectivement, par exemple par la maladie? La seule chose que l'on peut faire, en tout cas c'est un début, ça ne résout pas tout, mais en tout cas c'est un début, c'est d'abord de se libérer de la prétention qu'on sait ce que le malade vit, de sait ce que mon conjoint qui n'est pas malade vit. On n'a plus la même histoire, on ne l'a jamais eu de toute façon, mais là c'est encore plus flagrant puisque maintenant on prend chacun deux chemins différents, l'un qui est le chemin de la maladie, l'autre qui n'est pas le chemin de la maladie. Mais par conséquent, donc, ce qu'on doit accepter, et une fois que vous faites ça, vous vous libérez de pas mal d'attentes illusoires, c'est donc de se réconcilier avec la solitude qui est la nôtre. Se réconcilier avec la solitude qui est la nôtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire je libère l'autre de l'attente que j'ai qu'il comprenne ce que je vis. On peut échanger, on peut partager plein de choses, évidemment. C'est pour ça qu'on apprend à parler, c'est pour échanger plein de choses. Mais au bout du compte, je serai quand même toujours seul à devoir porter ma maladie. Et l'autre ne pourra pas m'en prendre un petit bout. C'est un drame que, s'il fallait donner un autre exemple, peut-être plus universel que des maladies particulières, c'est pour reprendre ce que Sénèque évoquait, c'est le drame que vit une maman quand elle doit laisser son enfant partir. Donc vous avez parfois des mamans dans des tragédies comme celle-là qui disent « mais si je pouvais mourir à sa place, enfin, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son enfant ?»
Et c'est là que la solitude, évidemment, vient barrer la route, c'est que vous ne pouvez pas prendre la place de l'autre. Et pourtant, on a son enfant dans ses bras, et pourtant, on partage les derniers moments ensemble avec une intensité épouvantable, mais vous comprenez que là aussi, c'est la même chose, évidemment. Le destin des deux les sépare. C'est une chose d'avoir à mourir, c'est une chose d'accompagner quelqu'un qui meurt, évidemment. Et donc, déjà, ces deux-là ne se rejoignent pas, même si pourtant, évidemment, ils partagent des moments uniques et inoubliables. Enfin bref, donc toujours est-il que c'est vrai que ce que la maladie nous apprend, ce à quoi elle nous renvoie, qu'on en soit celui qui en subit les conséquences ou qu'on soit celui qui accompagne, c'est qu'en attendant, eh bien, nous sommes fondamentalement une solitude. Moins vous apprenez à vous réapproprier cette solitude, plus vous rêvez désespérément de fusion, et plus vous allez souffrir et être déçu par vos relations. Plus vous acceptez au contraire que nos relations ne sont pas là pour supprimer la solitude. Et plus, quand on ne se comprend pas, je n'en fais pas un reproche à l'autre. Quand j'ai l'impression que l'autre ne m'aide pas ou ne peut pas m'aider, je n'en fais pas un reproche à l'autre. D'abord parce qu'il n'est pas tout puissant, et donc il ne peut pas tout pour moi, et parce que même s'il pouvait tout, il est une solitude et il ne peut pas prendre ma place. Et donc vous libérez les relations de toute une série d'attentes qui sont des attentes déplacées, qui font que ça devient des reproches, que ça devient des disputes, ou bien qu'on ne dit plus rien parce que de toute façon l'autre ne comprend rien. Enfin bref, donc c'est des problèmes de relations évidemment dans lesquels on s'enferme. Plus vous acceptez la solitude, plus vous vous libérez de tout cela. Et plus ça devient alors un peu plus facile en tout cas d'être en relation et de traverser donc les malentendus éventuels que l'on peut vivre. Donc ça c'est pour le deuxième niveau. Voilà ce qui est en jeu probablement, parce que c'est une manière de le dire. Et puis il y a le dernier, je vais terminer avec ça, c'est tout simplement les projets, vous vous souvenez. Donc c'est vrai que quand la vie est bouleversée, l'avenir il est remanié, forcément, il y a des projets auxquels on doit renoncer. Derrière les projets, il y a un troisième désir qui est à l'œuvre, et qui est peut-être le désir le plus cruel, en tout cas celui auquel on tient le plus. Ça je ne sais pas, c'est à vous à voir, mais souvent dans les discussions, celui-là quand même il est tenace. C'est le désir, alors voilà comment on le formule, on dit c'est le désir qu'il y ait des choses qui nous soient dues dans la vie. Donc à travers nos projets, pour que vous fassiez le lien, par exemple, si j'ai des projets et si je me bats pour réussir un projet, il m'est dû que le projet se réalise. Il y a des gens, par exemple, qui ont mis toute leur fortune, leur maison, etc., dans un projet, ils ont tout revendu pour pouvoir... Et donc, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai investi, il m'est dû quand même que mon projet aboutisse. Bon. Si j'ai, par exemple, par rapport à la maladie, il y a des gens avec lesquels je discute, donc, qui disent parfois, si je fais du sport, si je mange bio, etc., il m'est dû de rester en bonne santé. Voilà. Si je donne quelque chose à quelqu'un, donc j'essaie de vous donner des exemples pour que vous retrouviez cette corde sensible que vous avez peut-être en vous. Si je donne quelque chose à quelqu'un, il m'est dû d'avoir un merci en retour. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la vilaine blague de donner quelque chose à quelqu'un qui s'en va comme un voleur. Et qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là? On dit, ben non, c'est dégueulasse, que c'est pour une affaire, les gens sont vraiment des grossiers merles, hein, c'est dégueulasse, quoi. Voilà. Ça va sortir comme ça, on râle, et il y a même des gens qui vont dire, en tout cas la prochaine fois s'ils redemandent, ce sera niet. Hein. Sous-entendu, il m'est dû d'avoir un merci, il ne me le donne pas, don contre don, moi je ne donne plus rien. Il y a des infirmières qui m'avaient raconté ça. Un jour, je devais travailler en pédiatrie, et alors les infirmières étaient excitées comme des puces, et donc impossible de travailler avec elles, et donc je leur demande ce qui se passe pour qu'on puisse... Et alors elles me racontent, vous voyez la porte là-bas, alors elles me montrent le couloir avec une porte ouverte. Il n'y avait rien du tout, c'était une chambre, et elle me dit, là, hein. Alors elle me raconte, c'est une famille, donc c'est en pédiatrie, donc c'est un enfant qui a eu des problèmes de santé, il a été hospitalisé, et je comprends dans ce qu'elle me dise, énervée, que c'est une famille précaire, et donc pendant le temps de l'hospitalisation, qui a duré plusieurs jours, elles se sont mises ensemble pour avoir des vêtements, des trucs, enfin à leur donner, quoi. Bon. Et donc elles ont essayé d'aider ces gens-là, quoi, pour que quand ils sortent de l'hôpital, ils puissent retomber un peu sur leurs pattes. Et vous savez quoi, M. Longniou? Non, moi je ne sais pas. Eh bien, voilà comment ils l'ont dit, ça m'est resté gravé parce que ça m'a fait sourire. Ils sont partis, hein, et on n'a même pas eu une boîte de pralines en retour, après tout ce qu'on a fait pour eux. Alors en fait, vous savez, il y a toujours des boîtes de pralines chez les infirmières, je ne sais pas si vous avez déjà été à l'hôpital voir, mais c'est vrai qu'il faut aller dans le petit coche des infirmiers, il y a toujours des pralines, c'est incroyable. Moi je croyais au départ que c'était pour moi, mais ce n'est pas pour moi, il y en a toujours pour tout le monde. Enfin, bon, mais toujours est-il que, donc l'histoire de... Donc on n'a même pas une boîte de pralines en retour, c'est ça qui m'a fait sourire, mais ce qu'elle voulait dire, c'est on s'est décarcassé pour ces gens-là, on n'a même pas eu un au revoir ou un petit signe.
Ils auraient pu passer dire juste au revoir. On ne demandait pas la formule magique, merci, etc., mais quelque chose comme un signe de reconnaissance. Et du coup, sentiment d'être volé dans ce qui leur était dû, c'est là que vous retrouvez, il y a des choses qui nous sont dues, et donc, une infirmière a dit, c'est pour ça que je repense à cette histoire, eh bien, en tout cas, s'ils reviennent dans le service, la fois prochaine, c'est le service minimum. Ouais. Hein, on se vend. Donc, c'est vrai que quand on est touché là-dedans, il y a des choses qui nous sont dues, alors ça dépend pour chacun d'entre nous, mais il y a des zones sensibles, il y a des choses quand même, je veux bien, mais si on nous prend ça, alors la vie n'a plus de sens. Et donc, ça peut varier d'une personne à l'autre. Mais par exemple, les merci, on est tous concernés parce qu'on a besoin de reconnaissance, notamment. Ah bon. Donc, toujours est-il qu'il y a des choses qui nous sont dues. Par exemple, pour revenir à notre sujet ici maintenant, eh bien, rester en bonne santé, pour certaines personnes, ça nous est dû. Il nous est dû, quand on ne fait pas de bêtises et qu'on a une vie normale, standard, où on essaye de prendre soin de soi, ben, il nous est dû de vieillir bien, de pouvoir profiter de la vie jusqu'au grand âge et de rester relativement en bonne santé. Alors du coup, vous allez avoir, donc qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter d'être malade, moi? Et avec le sentiment derrière, si on doit mettre des mots là-dessus, donc tout le monde ne va pas le dire de cette façon-là, mais il y a quelque chose du genre, c'est dégueulasse que ça m'arrive, en tout cas. C'est injuste. Quand vous avez l'impression que quelque chose d'injuste vous arrive, vous devez toujours vous demander, injuste par rapport à quoi? C'est bien beau de dire que c'est injuste, mais c'est injuste par rapport à quoi? Ben, quand vous réfléchissez un peu, ben, c'est injuste par rapport à ce qu'il était juste que je vive. Et qu'est-ce qu'il était juste que vous viviez? Ben, la majorité des gens vont dire ben, une vie dans laquelle il n'y a pas le problème qui m'est tombé dessus. Maintenant, on va vous demander, évidemment, hein, pour avancer, pour aller vite, parce que le temps passe, ben on va demander, ben, oui, mais et où est-ce qu'il est écrit que vous deviez vivre une vie sans le problème que vous rencontrez? Ben, c'est ce que vous désirez. C'est dans ma tête, c'est ce que je pense, c'est des statistiques. Moi, je vois les autres qui sont en bonne santé, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, et vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est illusoire. C'est du désirable, c'est ce qu'on aimerait bien peut-être. Certains disent c'est des désirs infantiles, si vous voulez, mais en attendant, la vie n'a que faire de vos désirs. Ce qu'on découvre à l'occasion de la maladie, notamment, il n'y a pas que là, mais c'est que nous qui désirons qu'il y ait des choses qui nous soient dues dans la vie. On aimerait bien, évidemment. Mais n'empêche, la maladie nous apprend une chose, c'est qu'il n'y a rien qui est dû à personne. Vous pouvez avoir été un brave parmi les braves, un juste parmi les justes, il n'y a rien qui vous est dû. C'est-à-dire que la vie peut tout vous reprendre du jour au lendemain, ou à petit feu, mais elle peut tout vous reprendre. Alors de deux choses l'une quand vous voyez ça. Soit vous vous dites non, ça c'est insupportable, et moi je veux une vie dans laquelle il y a des choses qui me sont dues. Et plus vous allez vous accrocher à une vie que vous pensez devoir vivre, que vous mériteriez de vivre, et plus vous allez souffrir de la vie que vous avez, qui ne correspond pas tout à fait, voire pas du tout à cette vie-là. Et du coup, c'est le sentiment de vivre une vie injuste, c'est dégueulasse, le sort cherchant pour moi, enfin, voilà, et c'est là qu'on retrouve le ressentiment par rapport à l'existence. Soit vous faites quoi? Souvenez-vous de la définition du deuil, mourir à ce qu'on n'est pas pour renaître à ce qu'on est. Ben, soit on accepte de lâcher cette idée que dans la vie, il y a des choses qui nous seraient dues, les lois de l'univers devraient converger pour faire notre bonheur. Ben non, ça n'existe pas, pour personne d'ailleurs. Et d'essayer par conséquent de se réconcilier avec quoi? Ben, avec le fait que la vie peut tout nous reprendre du jour au lendemain. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon des philosophes, l'incertitude de la vie. Et plus vous acceptez l'incertitude de la vie, en vous libérant la tête de tout ce que vous pensez que vous auriez dû vivre et que vous n'avez pas pu vivre, mais qui n'est écrit que dans votre tête. Hein. L'univers n'en a rien à cirer et votre vie n'en a rien à cirer non plus. Plus vous vous réconciliez avec le fait qu'il n'y a rien qui vous est dû dans la vie. Eh bien, deux choses, et je vais conclure avec ça, pour que vous voyez que c'est positif. C'est pas du tout, même si ça peut paraître un peu rude ce que je vous ai raconté, ce n'est pas du tout la sinistrose. Première chose, vous savez maintenant qu'il n'y a rien qui vous est dû. Ben, vous le saviez déjà, mais enfin, bon, maintenant c'est dit. Bon. Ben, quand on est dans ce cas de figure, maintenant, je comprends les règles du jeu de la vraie vie. Donc, tout peut nous être pris, qu'on soit en bonne santé, pas en bonne santé. En tout cas, on est tous confrontés et sur la même ligne, confrontés à cette réalité-là. Si vous voulez être heureux, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, quand vous constatez qu'il n'y a rien qui vous est dû, si vous voulez quand même être heureux malgré tout, et de fait, on veut tous être heureux, on veut que les gens qu'on aime soient heureux,
Eh bien, ça, c'est du viscéral, ça. Hein, donc, voilà, sinon la vie n'a plus de sens. Eh bien, la conclusion que vous pouvez en tirer, malade ou pas malade, c'est battez-vous. Le bonheur ne va pas vous tomber dessus comme s'il vous était promis. Pour personne, de toute façon, même pour les bien portants, même pour qui vous voulez, les jeunes, les vieux, le bonheur n'arrive pas comme ça par enchantement. La première conclusion à laquelle on arrive quand on suit tout ce que je vous raconte, enfin quand on l'intègre, hein, parce qu'intellectuellement c'est facile, mais quand on le met dans sa vie, c'est donc si je veux que les gens que j'aime soient heureux, si moi-même je veux essayer d'être un peu heureux, je ne dois pas attendre. Il n'y a pas de destin qui me vole mon bonheur ou qui m'aurait volé mon bonheur à cause de la maladie. Ça ne dépend que de moi dans la situation dans laquelle je suis. Ce ne sera peut-être pas le bonheur comme je l'imaginais, mais en tout cas, il dépend de moi avec les moyens que j'ai. Eh bien, il dépend de moi de faire en sorte de pouvoir être un peu heureux quand même. Donc, première chose, ce n'est pas du tout, à travers tout ce que je vous ai raconté, le plan catastrophe et la résignation, il faut accepter le malheur et c'est comme ça. Pas du tout. On a juste dit qu'il n'y a rien qui vous était dû. Par conséquent, ça dépend de vous d'être heureux ou pas. Et arrêtez de reporter la faute sur les autres. Ça dépend de vous. Bougez-vous, avec ce que vous pouvez, comme vous pouvez. Mobilisez autour de vous, mais bougez-vous. Si vous ne faites rien, ne vous plaignez pas d'être malheureux. Parce que la vie ne vous donnera pas le bonheur comme ça. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une invitation à l'action, une fois qu'on a intégré l'incertitude de l'existence. Tout en sachant bien qu'on n'est pas tout puissant et que tout n'est pas possible. On est fini, bien évidemment. Deuxième chose, c'est que, ça c'est tout à fait curieux, parce qu'on parle de bonheur ici, et ça c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, en tout cas en philosophie, quand vous regardez, quand vous êtes heureux, ben c'est quand même bizarre hein, cette affaire-là, mais comme quoi, ce que je vous raconte est peut-être en partie un petit peu juste, c'est que généralement les moments de bonheur que nous vivons, ce sont des moments de bonheur que nous vivons parce que précisément il ne nous était pas dû de les vivre. Je vais vous raconter juste une anecdote pour terminer, que je trouve très simple à comprendre pour illustrer le propos. Je vous ai dit tout à l'heure, les merci, il y a des gens qui pensent que ça leur est dû. Je donne quelque chose, il m'est dû d'avoir un merci en retour. Il manquerait plus que ça. Bon. Il y a des parents qui m'ont raconté l'anecdote suivante donc ils éduquent leurs enfants, les règles de politesse sont acquises, mais voilà, les enfants deviennent adolescents. Ça, c'est une mauvaise période par laquelle il faut parfois passer, c'est pas vrai de tous les adolescents, et eux, en tout cas, leur enfant, eh bien, qui a appris les règles de politesse, les merci, ça ne sort plus. Donc, il prend évidemment les dringuelles, il prend tout ce qu'on lui donne, mais il ne dit plus merci. Alors, au départ, donc ses parents me racontent, on crie, on mendie plutôt, et parfois ça gueule d'ailleurs, parce qu'on est fâché. Donc, tu reviens ici dire merci. Et, dans le meilleur des cas, m'explique-t-il, quand on a vraiment harcelé le jeune pour qu'il dise merci, donc il me raconte, il vous balance un merci comme une insulte. Ouais, ça va, merci, hein, paf, prends ça. Et du coup, les parents, donc, ils se rendent compte que ça ne sert à rien de pleurer après des merci, parce que si c'est pour les recevoir comme ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ça rejoint un peu ce que je vous ai raconté. Ils disent, bon, on sait qu'ils ont appris les règles de politesse, ils ne veulent pas nous dire merci, on ne va pas pleurer après à chaque fois, on lâche. Et après tout, nos enfants ne nous doivent rien. C'est nous les parents, c'est nous qui devons faire ce que nous avons à faire pour eux. On n'a pas des enfants pour recevoir des merci. Ce qui est très sage, en fait. Et c'est tout à fait juste. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me parle. Enfin bon, toujours est-il que, donc, ils lâchent. Eh bien, ils me racontent que quelques mois plus tard, donc ils ont continué à donner ce qu'ils avaient à donner, parce que c'est mon rôle de parent. Eh bien, quelques mois plus tard, je ne me souviens plus de la durée, mais ça a duré quelques mois, ils donnent à nouveau quelque chose à leur enfant, et voilà que vous ne savez pas pourquoi, une distraction peut-être, mais l'enfant qui reçoit, donc l'adolescent qui reçoit ce qu'on lui donne, en échange, donc dit spontanément merci. Eh bien, ses parents disent, et c'est ça que vous pouvez comprendre, ses parents disent, ce merci qu'on a reçu alors qu'on ne l'attendait pas, et qui vient précisément peut-être parce qu'on ne l'attend pas, eh bien c'est un merci qui vous touche. Et là, c'est un moment de bonheur. Quand vous êtes dans tous mes dus, quand vous avez un merci en retour, il n'y a pas de bonheur, il y a juste, ah ben, il manquerait plus que ça que tu ne dises pas merci. C'est normal d'avoir un merci, quand vous êtes enfermé dans le désir qu'il y ait des choses qui vous soient dues. Quand vous vous libérez de ça, parce que vous avez appris que la vie, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme on le voudrait, que la vie, dans la vie, il n'y a rien qui vous est dû,
eh bien les merci que vous recevez, quand vous avez bien compris, et ce n'est pas que dans sa tête, hein, quand vous avez compris dans votre vie que les gens sont toujours libres de ne pas vous dire merci, quand vous le recevez, c'est vrai que ça vous touche. Eh bien, le bonheur, de manière générale, c'est la même chose. Plus vous croyez que vous devez avoir des choses, que ça vous est dû et que c'est normal de les avoir, vous ne serez pas heureux, vous serez juste dans « il ne manquerait plus que ça que je ne l'ai pas », après tout ce que j'ai vécu. Mais quand vous avez compris qu'il n'y a rien qui vous est dû, ce que vous rendez possible, à l'image du merci dont je vous ai parlé, donc il y a une formule pour dire ça en philosophie, on dit en fait on ne peut pas vous garantir que vous serez heureux, c'est les circonstances qui font qu'on est heureux. Mais ce qui est vrai, quand vous avez lâché l'idée que tout vous était dû, vous êtes devenu digne pour le bonheur. C'est-à-dire, vous vous êtes mis dans un état qui est tel que si jamais il se passe quelque chose d'heureux dans votre vie, sachant qu'il ne vous était pas dû de le vivre, eh bien, vous le recevrez comme un bonheur. Comparé à l'autre attitude, où au contraire, c'est normal de le vivre, il ne manquerait plus que ça, et donc il n'y a pas de quoi être heureux, c'est logique, c'est dans l'ordre des choses. Donc, plus vous lâchez de ce côté-là, du côté du désir, qu'il y ait des choses qui vous soient dues, plus vous vous réconciliez avec l'incertitude de la vie, ce que la maladie nous apprend de manière cruelle, mais plus vous apprenez ce qui est en jeu là derrière, et plus ce qui est tout à fait bizarre, c'est que vous allez vous ouvrir à la possibilité donc du bonheur. Il n'y a rien de tragique dans ce que je vous ai raconté, c'est le propre d'un deuil. Le but d'un deuil, c'est vrai que c'est parfois dur, mais le but, c'est de savoir si on peut continuer à vivre de telle manière que ça ait encore du sens. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut encore être heureux? Eh bien oui, et maintenant vous savez à quelles conditions on peut être heureux dans la vie, quel que soit le destin que l'on a. À la condition d'aimer ce que l'on est, fini, d'accepter que les autres ne nous sauveront pas et de se battre pour essayer d'être heureux, c'est-à-dire accepter l'incertitude. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Merci, parce que vraiment, vous avez traité des sujets qui ne sont pas faciles, finalement. Pas du tout. La philosophie précise des concepts, vous donne des définitions, permet de prendre du recul, et en plus, vous faites ça avec un petit peu d'humour. Vraiment, bravo. Bravo, bravo, bravo. On peut vous poser des questions si jamais, oui, bien sûr. Il y a des questions qui vous viennent à l'esprit et que vous avez envie de... Moi, j'en ai une. Si je peux me permettre, en fait, je transmets une question qu'une de nos membres m'a posée. Oui, on dit toujours qu'il faut accepter, mais comment on fait pour accepter? Alors, il y a... donc... Attendez, je ne vais pas refaire une deuxième conférence, donc je réfléchis pour aller vite. Donc, en gros, si vous voulez, dans ce que moi j'ai perçu, il y a... donc, quand je me suis posé cette question-là, parce qu'évidemment, une fois qu'on s'intéresse à ce sujet, donc il y a la question, oui, bon, tout ça c'est bien beau, mais enfin, comment on fait? Alors, en gros, donc moi, ce que j'ai fait, c'est, de par mon métier, c'est de demander à des gens qui ont été confrontés à des épreuves, donc notamment des patients dans différents secteurs, je leur ai demandé, mais comment vous faites pour vivre avec ce qui vous est tombé dessus? Donc, tout ça pour vous dire, il y a tout un volet auquel je ne me suis pas intéressé parce que ce n'est pas dans mes compétences et que je ne veux pas jouer à ce que je ne suis pas, c'est tout le volet psychothérapeutique, si vous voulez. Là, c'est des psys qui doivent venir vous dire éventuellement comment, quelle technique on peut utiliser, etc., pour aider quelqu'un à traverser un moment difficile. Moi, je ne suis pas psy, donc je ne vais pas... Enfin, c'est pas que... Évidemment, je travaille avec des psys, mais je ne vais pas commencer à faire ici... à vous faire croire que je suis thérapeute, évidemment. Donc moi, ce que j'ai fait en restant dans mes plates-bandes, si vous voulez, c'est demander à des gens qu'est-ce qui vous a aidé selon vous. Alors, quand ils me disent c'est d'avoir été aidé par un psy, donc c'est une option possible, évidemment. Mais maintenant, il y a d'autres choses que j'ai entendues. Et voilà comment je le résume. Donc, première chose que disent certaines personnes, il y a des gens qui disent, moi, l'impression que j'ai, donc c'est des gens qui ont traversé une épreuve, ils sont après l'épreuve, et ils disent, moi, l'impression que j'ai, c'est d'avoir dû couler jusqu'au fond de la piscine pour remonter la pente. Donc ça veut dire quoi?
ça veut dire que ce sont des gens qui vous disent, en fait, quand ils expliquent un peu, parce que dit comme ça, on peut imaginer plein de choses, ils vous disent « Je me suis battu pendant des mois et pendant des années pour refuser ce qui m'arrivait dessus. Et c'est en m'épuisant à refuser la réalité que Jonas a une chanson dans laquelle il dit « C'est les années papier de verre qui usent l'endroit et l'envers ». Eh bien, à force de refuser la réalité, il n'y a rien à faire, la réalité est têtue et elle s'impose toujours. Et donc, ce sont des gens qui vous disent, voilà, moi j'ai eu l'impression, enfin, quand je regarde dans le rétroviseur, j'ai l'impression que c'est mon acharnement à refuser, et je me suis épuisé là-dedans jusqu'au moment où j'ai touché le fond du pot, et là, bing, j'ai pu commencer à accepter la réalité. Mais j'ai eu besoin pendant 2 ans de me battre comme un lion, et les autres me disaient, mais arrête, ça ne sert à rien. Ben moi, j'ai eu besoin de me battre comme un lion, et de pleurer, et d'être en colère. Donc, voilà, il y a des gens, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quand même intéressant, ça veut dire, donc il faut s'autoriser à refuser ce qui nous arrive. Plutôt que de dire, ben je ne peux pas, c'est idiot, de toute façon c'est comme ça, et de rater cette étape-là par laquelle on se bat d'abord contre la réalité, pour s'user jusqu'à l'acceptation éventuelle. Donc ça c'est un truc, et là, donc ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que si vous accompagnez quelqu'un qui vit une épreuve, quel que soit, enfin, que vous soyez vous-même concerné par la maladie ou pas, mais voilà, vous aidez d'autres éventuellement, ben vous savez parfois que quand on les aide, c'est pas en leur faisant la morale, en leur disant mais arrête, ça ne sert à rien, etc., mais c'est en les accompagnant dans leur descente en enfer. Parce que c'est quand ils auront touché le fond, effectivement, que peut-être ils vont remonter. Et en sachant bien, ceci dit au passage, parce que je ne veux pas vous raconter des bêtises, quand on écoute plein d'histoires, en sachant bien que parfois il y a des gens qui descendent en enfer, ils se mettent en danger, ils mettent leurs proches en danger aussi, et parfois c'est terrible, et il y en a un qui va y laisser des plumes dans l'affaire. Donc on joue avec la vie des gens. Mais c'est vrai qu'on peut raconter plein d'histoires, il y a des gens, ils ont besoin de refuser dans un premier temps, parce que non, c'est dégueulasse, c'est pas possible, j'en ai rien à cirer de la philosophie, c'est pas possible, je veux pas de ça dans ma vie. Il faut se battre, épuiser. Ça, c'est un premier truc. Mais maintenant, il y a autre chose, et ça dépend de qui on est par conséquent. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas qu'une seule stratégie. Il y a des gens qui disent, moi, ce qui m'a aidé à accepter ce que la vie m'a imposé, c'est qu'il y ait un jour quelqu'un qui a osé taper sur la table en me disant, maintenant, t'arrêtes ton cinéma. C'est l'attitude exactement inverse à la